France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le grand forum, votre talk de fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est parti, nous sommes le jeudi 27 octobre et autour de cette table, un trio aujourd'hui. En commençant par comment dirais-je, élégance. On va commencer par Maïssa Leroy. Bonjour, oui. Maïssa. Bonjour. Comment ça va, Maïssa? Ça va super, je suis contente d'être là. Toujours formatrice en communication? Toujours, ça n'a pas changé. Et spécialiste du... Analyste comportementale. Et consultante en développement personnel. Il y aura du boulot aujourd'hui pour toi. Ouais, on dirait, hein. Ouais. Monsieur Aklim Elouli, comment il va? Il va bien. Monsieur Aklim Elouli, toujours adjoint au maire de la ville de Bonneuil. Jusqu'en 2020 normalement, hein. Alors, on m'a dit que ça allait même être jusqu'en 2021. Paraît-il, il y a un bruit qui court. On nous a déjà prolongé d'un an la dernière municipale. Alors je sais pas s'il court, mais en tous les cas, c'est pas ce qui va intéresser nos auditeurs et auditrices, que je salue au passage. Merci pour eux. Et également Islam qui est avec nous. Bonjour Islam. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Alors présente-toi un petit peu aux auditeurs parce que c'est la première. Ah ok, d'accord. Moi je m'appelle Islam Seili, voilà, je fais des vidéos sur internet en parlant d'actualité, quoi. Et justement, ça tombe bien. Alors, tu parles d'actualité avec une manière un petit peu humoristique. Voilà, en fait, je tourne en dérision des propos que je trouve aberrants et en fait, je me contente finalement de les mettre en scène parce que... Donc là, t'es gâté en ce moment. Ah, en ce moment, je me fais plaisir, ouais. C'est clair. Alors, les coups de cœur. Avant de vous parler des coups de cœur, on vous parlera évidemment tout à l'heure de Fleurs avec l'ami Amar. Tout à l'heure, on écoutera en guise de coup de cœur, tiens, une chanson qui te fera plaisir, j'en suis sûr, avec les quand je te dis avec Meglet et la JSK. On écoutera ce morceau tout à l'heure en fin d'émission. On parlera de sport, de foot, de télé aussi. Le j'aime ou j'aime pas en fin d'émission. Alors les coups de cœur, le coup de cœur de Madame Leroy. Alors moi c'est le Women's Sense Tour in Muslim Country. En fait c'est une série documentaire produite par une association. Très bien. Je vous parlerai bien tout à l'heure. Ton coup de cœur, Akli? Mon coup de cœur, ça va au réseau qui est l'autre, qui est l'espace franco-algérien, associé à deux autres réseaux que je citerai tout à l'heure, qui nous sommes mobilisés pour la petite Rima, une enfant qui a un problème, une malformation cardiaque et qui est effectivement un problème de trisomie 21 déjà, et donc elle doit être opérée dans les prochains jours, et si c'est pas le cas, elle risque de tout simplement la mort. Très bien. Islam, t'as un petit coup de cœur? Oui, alors ça sera dimanche 30 octobre, normalement ça sera au Zénith de Paris, c'est à partir de 17h30, c'est le concert de Human Appeal. Ah ça tombe bien, on est partenaire. Super, oui. Voilà, tu vois, comme quoi le dessin fait bien les choses. Exactement, bravo à toi Islam. Merci. Les avis tranchés à présent, Maïssa. Oui, alors moi je t'ai dit, hein, plus dans le viseur. Plus dans le viseur. Mais c'est une surprise. D'accord. Akli, ton avis tranché? Moi, c'est sûr, effectivement, le militantiste, dire est-ce que l'agitation vaut action? Et aujourd'hui, un peu en réaction à toutes ces personnes qui ne veulent pas travailler en synergie et qui sont toujours en train d'exclure plutôt que d'essayer d'inclure pour mobiliser le plus grand nombre pour défendre des causes justes et nobles et qui, pour eux, la seule cause est la leur. Très bien. Islam, tu nous as préparé un petit avis tranché? Oui, un petit, même pas 2 minutes, ça parlera un petit peu de la laïcité et des religions en France. Ah, très bien, c'est parfait, on en a parlé aussi hier. Merci mon Dieu. Et j'invite évidemment les auditeurs qui pourront réagir aux avis tranchés de ce trio infernal. Maïssa Leroy, Aklim Elouli et donc Islam qui est avec nous aujourd'hui au 01 40 33 9000. 01 40 90 00. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent depuis l'étranger qui peuvent aussi nous appeler 00 33 1 40 33 9000. Alors dans l'actualité aujourd'hui, ce que j'aimerais que l'on évoque, si on a le temps, ce que j'espère, c'est un triste record. C'est 3800 migrants morts ou disparus en Méditerranée depuis le début de l'année. Des chiffres effarants communiqués hier par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR. Les traversées ou tentatives de traversées vers l'Europe sont quotidiennes et avec elles des drames, des naufrages. C'était le cas encore hier au large de la Libye. Puis on parlera aussi, il aura fallu 10 jours de manifestations de policiers à travers la France pour que le gouvernement débloque pas moins de 250 millions d'euros. La corporation de policiers se dit satisfaite face à cette annonce. Et puis on va parler aussi de ce 100e anniversaire. Il l'aurait eu 100 ans le 26 octobre. François Mitterrand, premier président de gauche sous la Ve République, a été salué hier par son successeur socialiste à l'Élysée, ou de ce qu'il en reste en tout cas, François Hollande, un hommage de François Hollande donc qui sonne aussi comme un avertissement adressé à ses détracteurs alors qu'il est au plus bas dans les sondages. Je rappelle 4% seulement d'attention favorable de Français qui disent lui faire encore confiance. C'est dire que la fin est quand même critique pour lui, ou approche en tout cas. Mais pour l'heure et pour commencer cette émission, comme d'habitude, c'est le zapping.
Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Et on commence avec cet échange ce matin. Après 4 ans et demi d'attente, Jean-Jacques Bourdin a finalement reçu ce matin sur BFM TV RMC Nicolas Sarkozy. Et voici ce qui s'est passé en fin d'entretien sur BFM TV. J'ai plein de questions à vous poser, les Français aussi, sur la TVA, sur les impôts, sur enfin bon, etc. Mais avec plaisir. Je suis bon. voilà, je vous le promets. Ici, j'en suis très heureux. Vous voyez bien peut-être même que je reviendrai. Ah ben avec grand plaisir. Il est 9h. Et vous voyez bien qu'il fallait pas désespérer. Ah mais je ne vais jamais désespérer. Vous savez, je reste toujours ferme. Pour la suite de ce zapping, un spot humoristique a été lancé dimanche dernier sur les réseaux sociaux, Internet, YouTube, à l'initiative Kevin Razi, qui a fait ce spot humoristique sur le fait de ne pas savoir finalement pour qui voter, mais l'importance, pourquoi pas, de se présenter à la présidentielle. C'est important de voter. Mais parfois, on ne sait plus pour qui donner sa voix. On en a marre de toujours voter contre. Ou pour le moins pire. Alors décide de changer le monde. À ta façon. Présente-toi au présidentiel. Tu pourras choisir ta vision du pays. Ça veut rien dire, ça. Et t'auras un budget coiffure de 9 000 € par mois. Super. Une voiture de fonction. Tu paieras pas d'impôts. T'auras une bonne meuf. Oh. Tous les matchs de Ligue des Champions en présidentiel. Dans le plus grand des calmes. Même si ça te saoule, et c'est juste une semaine, prends un arrête, c'est pas grave. Tu éviteras tous tes procès. C'est ouf. C'est bien comme ça qu'on fait. T'auras 2 bonnes meufs en même temps. Threesome. Si tu es une femme, tu pourras aussi te présenter. Ouais, mais tu seras jamais élu. Bah oui. Tu pourras même augmenter ton salaire de 140%. C'est comme ça qu'on fait. Je t'ai dit que c'était un vil salaire. Salaire, ma fille. Bon, tous les ans tu devras caresser une vache au salon de l'agriculture, mais... Et faire semblant d'écouter les problèmes des agriculteurs. Tu pourras même prendre de l'argent de la Libye et l'attaquer l'année d'après. S'il vous plaît. Qui n'aime pas faire la guerre, franchement. Et si ta cote de popularité baisse... Tu pourras faire un débat sur moi. Et pour finir ce zapping, voici un nouveau pied de nez fait à Jean-François Copé. Vous vous souvenez évidemment au début de semaine de ce piège tendu par un auditeur sur le prix du pain au chocolat. Ce dernier, Copé, donc avait dit que cela coûtait environ 10 à 15 centimes. Eh bien, un boulanger a décidé de faire un pied de nez donc à Copé en commercialisant et en offrant justement ces mini pains au chocolat à 15 centimes d'euros. Et il s'en explique. J'ai voulu faire un clin d'œil au pain au chocolat à 15 centimes de Monsieur Copé. Voilà. Et j'ai fait des petits pains au chocolat à 15 centimes. Voilà. Un pain au chocolat de cette taille, si on devait payer son pain au chocolat 15 centimes, il ferait cette taille-là. Voilà. Il y a plein de personnages publics qui, effectivement, oui, peuvent être déconnectés de la réalité, mais moi je leur en veux pas, je suis pas là pour régler mes comptes avec qui que ce soit. En revanche, ça m'a fait rire, et c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà pour ce zapping. Alors, Akli, Islam et Maïssa, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le zapping? Sans hésiter, la vidéo de Kevin Razi. Kevin Razi, franchement, il faut aller voir, elle est vraiment très Ah oui, très sympa. je l'ai vu en spectacle. En plus, il est super sympa, il est vraiment accessible et on peut vraiment délirer même après. Et j'ai vraiment aimé sa vidéo. Je trouvais qu'elle avait une symbolique particulière. Et je sais pas, j'ai bien aimé en fait. Akli? Oui, enfin moi j'aime bien l'humour, donc ça m'a fait rire. Après, il faut que les gens aussi pensent que c'est aussi de l'humour, parce que à un moment donné on a toutes les grosses caricatures et je pense que c'est bien fait, mais ça permet de se réinterroger, de réinterroger les gens sur leur sens de l'engagement, parce qu'au-delà de l'humour, il y a quand même pourquoi on s'engage. Là, on montre bien si c'est par intérêt ou sur des valeurs ou pour construire des choses. Bah justement, c'est ce qui met en avant. C'est ce que je dis. Donc on est d'accord, mais ça. Ouais. Ça commence bien. À travers l'humour, si tu veux, à travers l'humour, je trouvais qu'il mettait ça bien en avant. Oui. Mais les gens qui le prendraient au premier degré ne passeraient à côté de ce message. C'est pour ça que je tenais à le préciser. Islam, dans le zapping, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Pareil, hein, Kevin Razi, il est très bon, il est très subtil. Moi, j'aime beaucoup, je suis un grand fan. Il y a aussi l'histoire de Jean-François Copé, 10 centimes, 15 centimes le pain au chocolat. Ça montre à quel point vraiment les politiques sont super loin de nous, quoi. Ouais, ils vivent pas la même chose. Voilà, ils sont déconnectés. Et comment ils peuvent prétendre avoir la solution pour nous alors qu'ils connaissent même pas le prix d'un pain au chocolat? C'est ça. Il faut faire attention quand on dit les politiques, parce que c'est souvent pareil pour tous les métiers. On amalgame tout le monde. Il y a des élus de terrain qui sont des élus locaux et qui eux connaissent bien les prix. Et non, mais je veux pas pour moi, pour d'autres, mais oui. C'est important
important. Non, mais il prêche sa paroisse, ne vous inquiétez pas. Non, pas pour ma paroisse. Non, mais moi j'aime pas les caricatures, les grandes généralités et qui nous noient tout et donc ça empêche l'action, ça aussi. Quand il n'y a pas de zone, etc. Et par exemple, moi ce que j'ai aimé il a raison aussi, je voulais réagir aussi sur les pains au chocolat, parce que je trouve qu'effectivement, comme s'il divise tout par 10, c'est pour ça qu'il a cru que la facture de Big Balion n'était pas aussi conséquente. Ouais, en tout cas, il se moque bien de lui sur internet avec une voiture neuve à 3 euros. Oui, C'est ça, bah oui, c'est sympa. C'est pour ça que j'ai compris qu'il a pu payer une facture aussi conséquente pour un gala. C'est peut-être pour ça c'est que certains chiffres lui ont échappé, peut-être. Allez savoir. Allez, dans un instant, les avis tranchés et la réaction des auditeurs au 01 40 33 9000 et puis on va parler. Je sais pas si tu vas pouvoir faire de l'humour avec l'actualité d'aujourd'hui, mon cher ami Islam, mais je vais essayer. Le premier sujet quand même, c'est ce chiffre effroyable de morts en Méditerranée qui est devenu un véritable cimetière. C'est plus une mer, c'est un cimetière, cette mer Méditerranée, et pas plus tard qu'hier. C'est horrible, absolument. On en reparle dans un instant. Le Grand Forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 évidemment. Tiens, puisqu'il y a 3 Algériens autour de cette table et que vous êtes un peu foot, vous avez vu le nouvel entraîneur de l'équipe d'Algérie, monsieur Akli? Oui, j'ai vu. Le Belge? Ouais, Georges. Alors, satisfait? Bah, je me suis dit, nous on est dans l'OHL Saho, donc au moins qu'on nous amène un Georges, on aurait préféré avec Loulet, mais là on a l'isque, on va essayer de faire avec. Non, mais je crois que c'est un bon entraîneur. Je pense qu'il a du métier. C'est quelqu'un qui a quand même un peu de bouteille, qui a de l'âge. Je pense qu'il faut un entraîneur qui a l'habitude des joutes et notamment de la première épreuve c'est la Coupe d'Afrique. Je crois qu'il a déjà entraîné, donc ça peut être. Il faut voir. Je pense qu'après c'est difficile d'entraîner l'équipe d'Algérie quand même. Ah, ça c'est clair, oui. Ouais. C'est toujours difficile. T'es un peu foot, toi, Islam? Ouais, carrément. Ouais. Alors, satisfait du nouveau sélectionneur algérien? Bah, je sais pas, on verra ce que ça donne. Moi, j'attendais plutôt Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de la Belgique. Bon, là, maintenant, ça va être un autre, je le connais pas trop. C'est un Belge aussi. Bon, on va dire, c'est la même cantine, mais non, bon, on verra bien. De toute façon, il a un bon groupe, il a une bonne équipe, et le groupe, il est plutôt facile pour la CAN, donc je pense. Maïssa, je suis sûr que t'es un peu foot, toi. Mais pas du tout. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Plutôt boxe, Maïssa. Ouais, boxe, voilà. Tu sais qu'attends, fais gaffe, Akli, elle boxe, Maïssa. C'est vrai? Ah oui? Elle boxe dur, hein? Ouais. Eh ben, c'est mon sport, on est tous passés par là, mon cher Christophe. Ah bon? Ah oui. Quand tu grandis, nous, on avait, l'histoire c'était pas cher, donc il y avait 2 sports qui étaient accessibles. Le foot, il fallait une tenue un peu truc, et puis la boxe, et donc, on allait au foot et à la boxe. Non, mais moi, j'ai fait du sport quand j'ai eu mes enfants. Hein. Oui, non, mais de la boxe, je veux dire. Ouais, j'ai voulu, mais ça, j'ai expliqué nous par rapport à l'accès au sport et tout ça. Oui. On aurait peut-être fait du golf si on avait eu. C'est ce que je suis en train de dire. Et effectivement, et je me souviens, c'est vrai que quand on était gamin, quand nos parents nous payaient la licence, on était super contents, quoi. On disait toujours, on vous paiera est-ce qu'on pouvait payer tant. Donc c'est des réalités aussi, quoi. Oui. Donc c'était bien. Et souvent au foot, on nous laissait du temps parce que quand vous étiez bons. Et à la boxe, pareil, souvent, sur plus, c'était souvent des salles de quartier, des gens qui faisaient ça un peu bénévolement et donc on pouvait y aller sans forcément se ruiner et donc parfois même gratuitement. Alors faites gaffe, Maïssa, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'elle est quand même dure, il paraît. Les pieds, les mains et tout. Hein. Oui. Voilà, donc c'est parti pour les avis tranchés, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices de France Maghreb 2, fidèles du Grand Forum. Vous allez pouvoir réagir aux avis tranchés, donc écoutez-les bien. 01 40 33 9000, notez d'ores et déjà le rendez-vous. C'est parti pour les avis tranchés. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Bon, puisque j'aime bien faire ça, quand c'est la première, pour Islam, c'est un petit peu le bisoutage. Ah ouais. C'est comme ça, mon ami. Ok. C'est à toi de jouer. Ok, moi je voulais vous parler de la laïcité et des nouvelles religions en France, parce que vous savez qu'on est dans un pays laïque, et un pays laïque, à ce qu'on nous dit, c'est un pays sans religion. Alors c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, dès qu'on voit une religion, que ce soit à travers un voile, une kippa ou alors un crucifix, on nous balance la laïcité pour interdire de pratiquer son culte, ou en tout cas de le manifester. Mais alors c'est quoi la laïcité? Moi je me suis intéressé à la loi originelle, c'est-à-dire à la loi de 1905. Donc c'est pour ça que je suis allé sur le site internet legifrance.gouv.fr, je vous recommande d'y aller. Et dessus, il y a la loi de 1905 afférant la séparation de l'Église et de l'État.
On peut lire article 1 dès le début. La République assure la liberté de conscience. Déjà, j'étais pas au courant que j'avais le droit d'avoir une conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions, édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc là, je me suis dit, attends, déjà, on nous interdit d'être religieux, de manifester sa religion, mais je lis que l'État est censé garantir la liberté de l'exercice de mon culte. Je dis, attends, il y a un plan à la mort moelleux. Donc j'ai lu l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui m'interdit de pratiquer ma religion. Et j'ai lu les autres articles, vraiment, et je pourrais pas tous les citer, mais en gros, pour vulgariser cette loi, c'est plus afférent à l'État, en fait. C'est l'État qui est interdit de pratiquer une religion ou de s'y investir, que ce soit financièrement ou moralement. Donc l'État est laïque, mais les citoyens, eux, ont le droit d'avoir leur religion. Donc, du coup, je me suis demandé, mais pourquoi alors, à chaque fois, on nous parle de la laïcité? Alors, c'est pour ça que j'ai réfléchi, parce que j'ai le droit de réfléchir, et je me suis dit, pourquoi la bande à Sarko, Morano ou encore Manuel Valls ont pu avancer la laïcité pour leurs idées? Et je me suis dit, en fait, ils avaient tout simplement remixé la loi. Donc c'est plus des politiciens qu'on a dans nos hautes sphères, désolé. C'est plutôt des DJ. Et c'est des DJ carrément balèzes parce qu'ils arrivent à prétexter une loi qui garantit la liberté d'exercice de culte pour interdire toutes les religions de France. Donc encore une fois, je me suis réfléchi parce que selon l'article 1 qui m'assure une liberté de conscience, j'ai encore le droit de réfléchir. Et je me suis dit comment on appelle une idéologie, ou une morale qu'on impose aux gens via des gourous ou des maîtres spirituels avec autant de ferveur. Ça s'appelle une religion finalement. Donc la laïcité c'est devenu une nouvelle religion. Et bientôt quand vous irez payer vos impôts au centre des finances publiques ou dans un autre bâtiment de l'État, il faudra réciter au nom du président de la République, du Premier ministre et de la laïcité. Allez les bleus. Alors chaque religion a ses dérives sectaires et la laïcité n'y échappe pas. Alors parmi ces dérives, on a par exemple Nadine Morano, pour qui un bon musulman, ça mange du porc. Pareil pour Nicolas Sarkozy qui veut imposer du porc dans chaque assiette à la cantine. Donc cette dérive sectaire... Ouais, bien sûr, égorgé en direction de la Mecque. Alors cette dérive sectaire s'appelle le haloufisme. Alors pourquoi le haloufisme? Parce qu'il faut que tous les Français mangent du porc, sinon on risquerait de pas être un bloc homogène. Et puis après c'est plutôt galère pour nos chers amis élus. Alors et aujourd'hui de plus en plus on voit apparaître une nouvelle religion chez ces mêmes gourous de la laïcité, mais c'est une religion complètement différente de la laïcité. Alors c'est une religion qui est née de leurs ambitions électorales et qui les a amenés à penser mais en fait les musulmans ils ont le droit de voter. Et oui, les musulmans ils ont le droit de voter et ils ont même une mémoire. C'est pour ça qu'ils ont inventé une nouvelle spiritualité qui s'appelle le retournement de veste. Et à ça Manuel Valls, il est très 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 fort. C'est voire même un des meilleurs. Excusez-moi, je relis juste mon truc. Alors il a dit lors d'un discours à Évry au Conseil citoyen local de la laïcité, il a déclaré: l'islam est une part indissociable de nous-mêmes. Alors moi là-bas je croyais que tous les citoyens devaient être laïcs. Maintenant tous les citoyens sont un petit peu musulmans. Puis il a repris un peu plus... Oula, pardon. Je me suis un petit peu trompé dans les trucs, c'est la première. De notre culture et désormais de nos racines, l'islam, comme toutes les religions, a toute sa place en France. Alors avec cette déclaration, Manuel Valls devient le roi du retournement de veste, loin devant Michael Jackson et dans son clip Billie Jean. Manuel Valls est désormais plus connu sous le nom de Jacket Switcher. Akli, vas-y, réaction là, parce que là c'est. J'ai trouvé. Alors moi j'arrive donc c'est la première fois que je vois les jeunes, c'est bien ce qu'il fait, je trouve ça très bien fait et documenté. En plus il va se documenter, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est vrai que les gens méconnaissent la loi de 1905 et les débats qui s'en sont suivis et connaissent effectivement les arguments de Briand et Jaurès. Donc je t'envoie aussi à les relire, tu verras que tu auras plus d'arguments. Parce qu'en réalité la laïcité c'est la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi et rien d'autre. Donc moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant, c'est drôle. Et sur les retournements de veste, alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est votre spécialité quand même les politiques, non? On a quand même des politiques qui ont un peu de mal avec un certain nombre de questions de société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où les gens ont le droit, il a raison. La laïcité, c'est la neutralité. C'est pas une religion, c'est une neutralité. C'est une neutralité bienveillante à l'égard des citoyens à partir du moment où, comme on le dit, respecte les règles, etc. Mais c'est aussi la neutralité dans le service public. Normalement, et on le voit que c'est pas toujours le cas. Normalement, quelqu'un qui travaille dans le service public ne doit pas faire part aussi, y compris de ses convictions politiques, pas que religieuses. Donc on voit bien que quand même on est bien loin de tout ça et c'est peut-être ça qu'il faut rappeler et je trouve que Islam a réussi son examen. Alors moi je suis surpris parce qu'ils ont tous des notes et tout ça. Moi je viens sans notes, je suis inquiet. Je crois que je suis peut-être d'une génération dépassée quoi. Bon, moi j'ai encore le truc informatique. Je veux pas dénoncer mais t'es pas le seul.
Voilà. Balance des noms. Non, t'es pas le seul. Ah, mais moi, c'est ma première, c'est pour ça que je stressais un peu, donc. Ouais, non, ouais. Stresse pas, Islam, tu t'en sors très bien. Et tu t'es bien enroulé avec le fil, donc t'es trop fort. Ouais. Alors, Maïssa. Oui, alors moi j'ai aimé. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? C'est tourné en dérision, c'est marrant, c'est mettre en fait le doigt sur justement ces espèces d'incongruences et ambivalences qu'on peut trouver dans les textes et dans les discours des politiques dirigeants. Donc c'est merveilleux, j'ai bien aimé. Bah dites-nous si vous avez aimé l'avis tranché d'Akli de Islam pardon au 01 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler maintenant et puis interpeller donc l'ami Islam qui est avec nous et qui nous a fait un petit peu un avis tranché. D'ailleurs, puisque tu nous parlais tout à l'heure que tu fais un peu des vidéos sur Facebook, tu tournes l'actualité un petit peu en dérision. Ouais. On peut te retrouver où là? Fais ta pub mon pote, vas-y. Ouais, bah ce sera sur Facebook Islam Seili, SEHILU. Sinon, vous pouvez me trouver sur YouTube. Ce sera le même nom, Islam Seili. Voilà, et donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait et puis à l'encourager surtout. Voilà, bah en tout cas, on en reparlera certainement peut-être, je sais pas, de ton avis tranché avec nos auditeurs. On va passer maintenant à Akli pour son avis tranché. De quoi allons-nous parler avec toi, Akli? Alors moi, je vais parler effectivement de la différence entre l'agitation et l'action. Aujourd'hui, le problème, c'est que pourquoi j'ai pensé à ça, parce que si vous voulez, dernièrement, il y a des gens qui ont interpellé régulièrement. On interpelle les gens sur le 17 octobre, le UB45 à Marseille, on avait posé une plaque avec, tu connais l'histoire, et là on avait interpellé, et donc Menucci qui est député a quand même donc a proposé un projet de loi pour la reconnaissance du 7 octobre donc 61, notamment comme crime d'État, etc. Et il y a des gens dans le débat qui commencent à dire oui, mais il l'a fait par intérêt, etc. Et puis ça passera pas. En tous les cas, ça a donc de prendre une position. Donc ça m'a un peu titillé en me disant, mais en réalité, c'est quoi le problème? Parce qu'aujourd'hui, et on le dit, quand les politiques ou les associatifs, etc. ne font rien, on critique parce qu'ils ne font rien. À partir du moment où ils font quelque chose, on dit que c'est par intérêt. Donc c'est normal que ce soit un intérêt. Et s'ils ont un intérêt, mais si nos intérêts sont convergents, pourquoi on n'agit pas avec eux? Aujourd'hui, quand j'entends les gens, c'est que en réalité, le fond du problème, c'est qu'ils veulent être le leader de quelque chose. Alors que dans un réseau, on n'est pas toujours leader. Il y a une centralité qui bouge. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ce qui est important, c'est de créer des synergies derrière des gens sur des valeurs. Et c'est comment on mène ces combats. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à fédérer autour de nos valeurs, et moi je le vois bien, j'ai participé à plein de débats depuis très longtemps à la commission Islam et laïcité. Il y a des gens qui veulent pas que ce soit tel ou tel. Alors que l'objectif, si on veut faire reconnaître que la laïcité telle qu'elle est, avec les éléments, il faut au contraire fédérer les gens. Il faut convaincre. Il faut aller de l'avant. Si on veut que demain nos parents aient le droit de vote, ça passera par référendum ou au 3e de l'Assemblée, eh bien, même dans les deux cas, il faut qu'on arrive à convaincre les gens. Donc il faut fédérer les gens et non pas les repousser. Donc j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent prendre des positions, mais en réalité le but de tout ça, c'est mais faut que ce soit moi faut que ce soit nous qui ayons le dernier mot et faut que ce soit nous qui soit devant. Et on l'a vu quand on a essayé de faire des collectifs, etc. Ça achoppe toujours sur le fait, mais qui dirige quoi, qui est quoi. Et donc aujourd'hui, on a du mal à être sur une vision horizontale de réseau, c'est-à-dire un réseau. Et bien dans un réseau, suivant l'action et le jour, l'imminent chercheur peut se retrouver imminent porteur de carton. Suivant le jour, et on le sait bien, on le fait bien dans nos associations quand on fait des spectacles. L'imminent intellectuel de je ne sais quoi se retrouve à la plonge parce qu'il contribue aussi. Donc il faut pas se poser la question des postes, il faut se poser la question des synergies et de l'action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'agitent pour exister, mais dans l'action, on voit pas grand-chose. Et moi, je le dis parce que sur la toile et sur le virtuel, je vois beaucoup de militants. D'ailleurs, on va peut-être en parler sur le truc, mais à l'arrivée, je vois peu de gens d'action. Par exemple, à Argenteuil, quand notre ami a eu son neveu qui a été agressé par les policiers avec le flashball, etc. Et donc où on a été, il y avait des milliers de personnes sur la toile qui s'indignaient et qui montaient au truc. Quand on a été manifesté à Argenteuil, on était 50 ou 100. Donc à un moment donné, il faut aussi militer. C'est aussi des paroles, mais c'est aussi des actes. Et l'indignation ne vaut pas action. Et donc voilà. Donc j'invite tous les gens à réfléchir à ça et à se dire quelles sont les synergies. On peut pas être d'accord sur tout, mais est-ce qu'on est d'accord sur l'essentiel pour agir, pour faire avancer. Et c'est ce que nous on essaye de faire avec quelques-uns. Et je crois que c'est peut-être aussi un élément du débat. Et je le dis effectivement, quand j'agis, j'ai un intérêt. Mon intérêt, c'est aussi de faire avancer des choses, de faire bouger les choses dans lesquelles je crois. C'est d'abord ce moteur-là, et effectivement, comme dirait l'autre, c'est l'histoire des intérêts. Vous savez que dans tout, il y a l'intérêt général, l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Et c'est pas moi, j'ai un intérêt individuel.
il est indéniable quand je mène une action, sinon je le ferai pas. Quand je joue au foot, on a tous un intérêt, on joue à 11, c'est marquer des buts, c'est que notre équipe gagne. Donc j'ai mon intérêt individuel. C'est pas pour autant que je vais être, je vais jouer solo. On peut jouer collectif. Mais la question, c'est pas, c'est dans l'ordre dans lequel on les place. Et moi je dis, je ne place jamais mon intérêt individuel ou l'intérêt collectif supérieur à l'intérêt général. Ce que disait d'ailleurs sur la cité, si on pense à l'intérêt général, c'est-à-dire ce qui peut faire sens et fédérer, ensuite, qu'il y ait un intérêt collectif et un intérêt individuel, tant mieux, parce que c'est ça aussi qui fonce. Mais on ne peut pas les placer dans le désordre, parce qu'il y a des gens qui placent d'abord leur intérêt individuel avant l'intérêt collectif et l'intérêt général. On les porte les trois en nous, c'est un peu comme les maladies qu'on porte, qui se développent ou pas. On a les trois en nous, et c'est dans quel ordre on les met en avant, et quel est l'ordre effectivement de prédiction de notre action et de nos engagements. Ma chère Maïssa. Oui. T'as peut-être une réaction à ce que tu viens d'entendre par notre ami Akli. Je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que il faut du terrain. Il faut du terrain. On peut pas être seulement juste des mots, juste des militants de la toile, juste des personnes qui écrivent, juste des personnes qui sont juste pas contentes, assises dans leur fauteuil. Et puis voilà, faut du terrain, faut comprendre les choses. Et justement, aujourd'hui, la grosse problématique qu'on a par rapport à nos politiques, et la preuve en est Jean-François Copé avec son 10-15 centimes du pain au chocolat, c'est qu'il n'est pas dans la réalité. Et quelqu'un qui est sur le terrain et qui voit les choses, la réalité du terrain justement, il est beaucoup plus efficace. Donc oui, concrètement. Islam. Ouais, non, il a tout dit, j'ai rien à rajouter. Donc. Ah oui, c'est comme ça. Moi, j'ai pas trop m'immiscer, tu vois. Non, c'est très juste, surtout quand il parle de l'intérêt collectif, et je pense qu'on devrait tous être au service de l'intérêt collectif et de passer au-delà de nos parce qu'on récoltera les fruits finalement individuellement quand on le fait de manière. C'est ce que je prends l'exemple. Tu as raison, mais c'est quand on prend une équipe de foot, Christophe. C'est d'abord l'intérêt collectif. Si on joue pas collectivement, on gagne pas le match. Et en gagnant le match individuellement, on existe. C'est-à-dire que, mais c'est ce que je disais sur un match. Il faut aussi que les autres soient capables de faire l'effort. On peut pas tous jouer 10. Il faut que des gens jouent latéraux, il faut que des gens jouent à tous les postes. C'est comment on amène sa pierre à l'édifice, et on n'est pas forcément obligé d'en vue. Et de toute façon, l'attaquant, s'il marque des buts, il le doit aussi aux autres. Et c'est aussi, justement, dans l'esprit de solidarité, comment les gens aussi, quand ils travaillent, doivent travailler en fonction de l'intérêt collectif et général, quoi. Et c'est pas l'inverse. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. On va accueillir Monji qui nous appelle de Marseille. Salut Monji. Ah bah, justement. Salut, bonjour Christophe. Bah, Monji fait partie de ceux. Salut Monji. Bah tu vois, j'ai pas voulu citer ton association de ceux qui ont interpellé Menucci. C'est pas là, Menucci l'appelle. C'est pas. Mais j'aurais dû citer le cri, Monji, sinon tu vas m'engueuler. Moi, tu sais bien, Akli, on se tutoie dans la vie, c'est pas la peine de faire semblant. Je cherche pas à tirer la couverture. Je m'en fous complètement. Mon rôle, c'est de faire avancer les choses. C'est pas de moi j'ai un travail, je gagne ma vie, je cherche pas. Mais Monji, juste avoir un meilleur avenir pour mes enfants. Toi, on le sait, toi. Je voulais juste te rappeler quand même, quand je me interpellais Menucci, je me suis fait lyncher déjà. Monji, parle bien en face de ton téléphone, parce qu'il est pourri ton téléphone. Je sais pas, tu l'as acheté là, foirefouille ou quoi, mais. Ouais, mais franchement, c'est le téléphone, il est bon, mon téléphone. Ah bah, je sais pas s'il est bon, mais en tout cas, mon pote, on dirait que tu nous appelles d'une caverne là. Tu m'entends là ou pas? Bah, parle bien en face du micro, tu sais, le truc, voilà, les trous là. D'accord, ok. Vas-y, Monji, vas-y. Il ose plus. C'est bon là? Vas-y. C'est mieux là? Ouais, c'est bon, voilà. Voilà, merci. Alors, je disais, en fait, déjà, je me suis fait un peu incendier parce que en fait, ma question a dérangé plus les roblistes qui étaient là-bas que Menucci lui-même. Exact. D'une, et de deux, en fait, moi, j'ai, comme il a dit, le premier intervenant, j'ai de la mémoire aussi. Vous vous rappelez, moi, en fait, moi, j'ai déjà interpellé Menucci sur la question des votes, le vote des étrangers, en fait, pendant les élections. Et c'était avant qu'ils soient députés, en fait. C'était pendant les élections de 2012, là, juste après les présidentielles. Et là, allô? Ouais, on t'écoute, Monji, on va pas passer la journée de rallonge. Il a fait la promesse. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait le président de Terra Nova, là, qui est mort, je me rappelle plus son nom. Olivier. Je sais plus à qui doit le connaître. C'est quelqu'un qui était élu, en fait, c'était l'ex-responsable de Terra Nova. Ouais. Terra Nova, pour les gens qui savent pas, c'est la boîte à outils du Parti Socialiste. Et je l'ai interpellé sur la question, et j'ai dit, écoutez, vous allez avoir la majorité à l'Assemblée, et vous allez avoir aussi le Sénat qui va changer de couleur. Et est-ce que vous faites la promesse de passer cette loi, parce que ça implique changement de constitution, et je crois par le 2 tiers du Parlement, tout ça, quelque chose comme ça. Et il a fait la promesse ce jour-là.
Et ce qu'on a vu, c'est que dès que les socialistes ils sont arrivés à majorité à l'Assemblée, ils ont fait la loi contre les nounous. C'est pour ça, je veux dire, je veux pas créer une victoire trop vite, parce que déjà moi, j'ai pas vu que si la loi elle était publiée ou pas, vraiment. J'ai vu le communiqué, certes. Je sais pas, je te pose la question, est-ce que la loi elle était vraiment, elle est sur le journal officiel, elle était déposée sur le bureau de l'Assemblée ou pas? Je te pose la question. Et de deux, j'attends voir. Très bien. Alors la question, Akli, est-ce qu'elle a été... C'est bien que Mounji ait appelé parce que justement, c'est vrai que c'est sur, et je lui rends à César ce qui appartient à César, enfin Mounji, c'est-à-dire que c'est vrai que lui, c'est lui qui a interpellé sur le 17 octobre, en région PACA, comme nous ailleurs, et donc aussi rendre aussi aux gens au nom de la mémoire l'association, à Mehdi Lalaoui et Samia Saoudi qui aussi se sont battus, donc c'est important parce que c'est justement, et Mounji, il a raison de préciser, lui, il tire pas la couverture, je pense qu'on parle de synergie. Alors cette loi, elle est en cours, donc on va voir si c'est des niches, vous savez, donc on ne sait pas si elle passera avant ou après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au moins ça a le don d'être posé. Il a pris une position. Menucci prend position, c'est-à-dire que même s'il l'a fait par intérêt, on peut dire et alors parce qu'on ne demande pas mieux que les élus qui nous défendent que les élus défendent nos intérêts. C'est d'ailleurs la mission d'un élu du peuple, c'est de défendre les intérêts de ses concitoyens. Sinon qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et donc c'est ce que je suis en train de dire, Mounji, tu vois. Et donc ce que tu as fait, c'est bien. Après, ça aboutira ou pas. Mais tu sais très bien, Mounji, toi comme moi, qui tu es un vieux militant et très engagé, et donc on milite ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est aussi ça, ce que je disais tout à l'heure, les synergies, et tu fais partie de ces gens qui défendent l'intérêt général avant tout. Et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est à nous. Vous sortez les brosses, les gars. Hein. Non, mais parce que c'est vrai, je sais, Mounji, que j'aurais dû, on s'engueule entre nous de temps en temps sur des choses, mais c'est pour ça qu'on se connaît bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est la capacité des réseaux qui sont les nôtres, Mounji, à faire tenir les engagements. Les gens ne tiendront aucun engagement si nous ne sommes pas les gardiens du temple. C'est pas parce qu'on vote pour des gens qu'on doit leur donner un blanc-seing. Il faut, comme tu l'as dit, continuer à se mobiliser. Et c'est pour ça que j'en appelle aux synergies, de dire sur quoi on est d'accord et de continuer à se mobiliser. D'ailleurs, dans cet esprit-là, je pense que l'espace, nous allons lancer aux concitoyens, avec nos camarades, de demander d'interpeller tous leurs députés, leurs parlementaires, pour savoir s'ils soutiennent cette proposition de loi de Menucci ou pas. Et nous, on se saisit de ce qui a été posé pour essayer de faire fructifier. C'est comme ça qu'on fait des luttes, qu'on crante et qu'on avance. Oui, Mounji, conclu. Pour finir, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, le but, c'est qu'il faut pas cracher sur les élus, on sait bien qu'il y a toujours des intérêts. Mais notre but, exactement ce qu'il a dit à Clé à l'instant, c'est de le faire changer de position. C'est ça, en fait, notre rôle. Voilà. C'est pas, je veux dire, on peut pas faire avancer les choses, s'il n'y a pas des gens qui sont au pouvoir, qui peuvent déposer des lois, tout ça. C'est pas dans la rue, c'est un moyen de pression, mais surtout de faire, de porter la conviction auprès de ces gens-là qui ont la main dans la machine pour pouvoir, qu'ils ont les manettes dans leur main pour pouvoir changer les choses. Merci, Mounji. Je suis entièrement d'accord avec Akli. Faut pas cracher sur quiconque. Et on sait bien que personne n'est de toute manière. Merci Mounji, depuis Marseille 93.8, la fréquence pour nous écouter. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écouter dans un instant sur France Maghreb 2. La suite, vos appels au 01 40 33 9000. Maïssa, t'es prête? Prête, toujours. Il va te falloir un peu de patience. Ok. Pub, et on est de retour très vite. Vous allez écouter l'avis tranché de Maïssa Leroy. D'accord ou pas d'accord avec elle? Vous pourrez le faire savoir au 01 40 33 9000. C'est le grand forum. On est bien entouré aujourd'hui, hein. Akli Menouli, Islem et Maïssa Leroy. Il s'est fait un copain, notre ami Akli, en la personne de Mounji de Marseille. C'est très bien. Mais c'est déjà un ami, Mounji. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent. C'est pas pour autant qu'on se dit pas les désaccords qui peuvent être nôtres. Là, on est en accord. On va pas se fâcher pour rien. Non, non, c'est pas le but. Et puis, voilà, c'est un militant et je respecte les militants. Les militants, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec eux, Christophe. C'est au moins qu'ils aient des convictions, une colonne vertébrale. Lui, il en a une. Alors après, on peut en débattre. On en a tous une colonne vertébrale. Voilà. Ouais. Oh, pas tous, hein. Il y a beaucoup de serpents. Ah, tu veux dire qu'il y en a certains qui sont courbés? Pas mal. Avec Islem aussi qui est avec nous, donc dont c'est sa première. Effectivement, il fait des petites vidéos sympas, humoristiques sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et YouTube. Rappelle-nous ton Facebook. C'est Islem Seili. Islem Seili, hein, c'est ça? Seili, ouais. Voilà, Islem Seili sur YouTube aussi, donc n'hésitez pas. Et donc Maïssa Leroy aussi qui est toujours chargée, formatrice, oh là, j'ai du mal. Chargée de formation. Non, formation en communication. Formatrice en communication. Voilà, je te fais un remix, moi, à chaque fois. De toute façon, tu as le droit, t'es habitué. Ça me va, voilà. Puisque tu me cherches, on va t'écouter maintenant pour ton avis tranché, ma chère Maïssa. Ok, c'est parti. Alors, chers auditeurs, pour cet avis tranché, un message personnel, très personnel. Voici une lettre ouverte.
J'ai rompu avec toi. Toi qui essayais de me distraire, de fermer mes yeux sur la réalité. Toi complice de ces voyous en costume qui manient les armes les plus destructrices. Toi qui envahis si vite et arrive à t'intégrer si subtilement. Tu arrives même à faire croire que tu es utile. Tu arrives même à convaincre que tu es indispensable. J'ai longtemps cru ce que tu disais, peut-être que tu le dis si bien. Ton verbe, ton apparence, j'ai ta disponibilité, ta présence. Je n'étais pas la seule à me fier à tes bobards. Et tu en as fait énormément de victimes. On succombe facilement. Tu vends du rêve à ceux qui t'admirent, tu omets de raconter la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est bien là que réside le problème. Aucune transparence, aucune sincérité. Tous tes gestes sont scrupuleusement calculés. Hélas, tes gestes plaisent, séduisent et contentent. Tu fais rire pour distraire, peur pour contrôler et tu alertes pour rassurer. Accompagné de tes cruches à moitié nues qui sont là pour faire diversion, faire fantasmer. Quand je me regarde dans un miroir, je ne leur ressemble pas, mais pas du tout. Alors pourquoi il m'arrivait de le vouloir? C'est donc là que mes soupçons ont débuté. Quand sur des personnes qui me ressemblaient, tu médisais, quand tu sélectionnais tes informations à ton avantage, quand j'ai vu que tu parlais avec un racisme presque décomplexé, finalement tu fais du politiquement correct et du correctement politique. En même temps, tu as l'expérience des conquêtes, alors tu colonises les esprits de plus en plus finement, de plus en plus grandement. Il m'a fallu un peu de temps parce que tu es expert en la matière. Tu submerges avec tant d'illusions qu'on finit par se dire que tu es la vérité. Je fais partie des rares qui ne t'acceptent plus depuis 12 ans maintenant. À toi, mon cher téléviseur. D'ailleurs, si je décompose le mot téléviseur, télé ça veut dire loin et viseur, celui qui vise. Intéressant tout ça. Donc je reste informée évidemment, je lis encore plus, j'écoute la radio avec des émissions plutôt cool sans langue de bois sur le 995 de 16h à 18h. Alors finalement, j'ai décidé de ne plus être dans le viseur. À quand pour vous? Waouh. Alors là, moi je dis bravo. Est-ce qu'elle vous a convaincu, mon cher ami Akli? Écoute, je trouve que c'est bien écrit, c'était assez drôle. Au début, je sais que beaucoup de gens peuvent se sentir effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème de diversité dans les médias. Je parle de diversité d'expression et de position. Et elle a raison. Aujourd'hui, je trouve anormal que le PAF laisse s'exprimer des gens qui tombent sous le coup de la loi, c'est-à-dire d'un an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, et que personne ne trouve à redire. Et donc, elle m'a plus que convaincu. Je crois que il faut justement mener des combats pour que ce paysage audiovisuel français donne la place à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boycotter les médias parce que on a besoin des médias, mais il faut que les médias soient à l'image, il faut que les médias reflètent. Je veux dire, aujourd'hui, on a bien compris qu'on nous mentait partout. On nous explique les raisons, on nous dit pas toute la vérité parce que comment les gens du jour au lendemain peuvent se retrouver armés jusqu'aux dents, comment ils peuvent mener des guerres, quels qu'ils soient. Je veux dire, il y a bien, tout à l'heure on va parler de la Méditerranée, il y a quand même quelque part des éléments d'infos qui nous manquent. Et donc elle a raison, il faut qu'on aille chercher ces informations et il faut pas non plus tomber dans la parano, mais il faut vraiment aujourd'hui que les journalistes et que le PAF fassent son travail. Et justement, pour nous garantir la liberté de conscience, il faut qu'ils nous donnent les bonnes informations et à nous de pouvoir les traduire comme on veut. C'est ça la liberté de conscience. Ils sont clairement sous le joug des politiques. Ils sont clairement sous le joug de quand je dis politique, tu me comprends, mais l'élite, vraiment l'élite. Enfin, la dérive politique. Voilà, la dérive politique. Ils sont clairement sous leur joug, donc du coup, ils transmettent l'information en fonction des gouvernements, en fonction de... Je suis même pas sûr, en fonction de certains lobbies, de certaines pressions. De toute façon, tout n'est que question de pécune. Écoutez, les valeurs aujourd'hui, t'as raison, c'est devenu presque l'argent, quoi. Ouais, c'est mercantile, tout ça. Mais comment tu fais pour regarder Secret Story? Je regarde jamais, mais ça va pas, ça rentre pas dans ma... Jamais. Ouais, regarde en replay en fait. Moi j'ai Facebook, je suis un peu sur Facebook, donc j'ai Secret Story en direct sur Facebook tout le temps, donc je regarde plus. Ah non, je peux pas. À ce moment-là, autant remettre la télé. Quand même, quand on tombe sur les vidéos de notre ami Islam, on a plus de contenu, c'est plus intéressant que Secret Story. C'est plus intéressant, c'est vrai. Quelle répartie. Il est en forme aujourd'hui. En tout cas, dites-nous, j'aimerais bien avoir un auditeur ou une auditrice au 01 40 33 9000 maintenant, celui qui a fait comme Maïssa, qui a laissé tomber la télé. Pourquoi? Vous nous dites, soyez francs, Voilà, pas d'hypocrisie dans le coup. Donc allez-y, soyez francs, s'il y en a un qui l'appelle tout de suite, 01 40 33 9000. Elle a dit téléviseur, mais il y a aussi la télévision, la télé qui donne des visions en ce moment. Oui, aussi, mais parce que comme c'était au masculin, la télévision, le téléviseur. Moi j'ai cru qu'elle se séparait de son mari. T'as vu? Et qu'elle faisait une déclaration. Un coming out à la radio, je me suis dit, t'es Maïssa, vraiment. À Liban. On était gênés au début. Non, mais son mari, pas pour nous. Islam, la télé. Non, mais il y a des bonnes. Moi, je suis d'accord un peu avec vous tous.
hein, mais il y a des bonnes émissions, je trouve. Moi, j'ai rien dit. Ouais, t'as raison. Je me mouille pas, moi, sur le coup. Ouais, je vois ça. Et non, mais il y a des bonnes émissions comme par exemple Quotidien avec Yann Barthès. Ah oui, je les trouve excellent. toujours libre. Ouais, Excellent. voilà. Même quand ils étaient sur Canal+, ils étaient très libres. Même j'ai l'impression la TF1, ils se lâchent encore plus. Le petit journal, c'est devenu un peu nul, malheureusement. Ouais. Mais après, ouais, c'est vrai, faut c'est vrai qu'on a un peu perdu l'esprit Canal, hein, sur le coup. Moi, je sais pas, j'aime bien le fait de pas avoir de télé déjà dans le salon. Quand on regarde même historiquement, à l'époque où il n'y avait pas de télé, ça remplaçait. Mais regardez comment c'est important de souligner ça. C'est que la place de la télé a pris la place des cadres de famille, de l'époque, hein, des croix, de plein de choses en fait hyper importantes au sein de la famille. Mais alors, comment tu fais pour les enfants, par exemple? Moi? Ouais. Bah les enfants les déjà, dessins animés, ils lisent tout le temps. Et puis sinon pour les dessins animés, bah je leur mets les miens à l'ancienne, les mangas, etc. quoi. Ah ouais d'accord. Tom Sawyer. Quand ils vont à la cour de récréation à l'école, t'as vu quoi? Ils sont un peu largues, hein. Tom Sawyer. Bah non, même pas. Hein, franchement, même pas. Bon, Islam, t'imagines priver tes enfants futurs de télé? Non mais sérieusement. Bah déjà moi j'aurais ma télé moi déjà. Non mais ouais c'est vrai que ça devient un peu relou la télé parce que c'est toujours. Bah, je pense à mon frère en plus la dernière fois il pétait son cap sur ça parce qu'il y a trop de pubs maintenant. Maintenant quand on regarde un film à télé sur TF1 il y a quoi? Il y a 5-6 pubs. On peut même plus suivre un film. Oui c'est le jour et la nuit. Ah voilà mais c'est un truc de fou même. De toute façon même sur internet maintenant il y a trop de pubs mais. Bah, non mais déjà ce qu'il faut souligner par rapport à ça c'est que moi, j'ai pas de télé. Quand je vais quelque part et que je regarde la télé, je suis omnibulée. Parce que mon cerveau, il a plus l'habitude de la vitesse des images qui s'enchaînent. Parce que tu redécouvres ça aussi. Bah non, mais mon cerveau, il est vraiment choqué, franchement. Et sans parler de la violence, hein. De tous les types de violences, que ça soit sexuelle. C'est vrai que dans les séries américaines, notamment, c'est très violent. Dans les films, dans les séries. Non, mais je parle des publicités. Je suis en train de parler des publicités. Je parle même pas des séries. Hein. Je parle juste des publicités. Moi, quand je les vois, je suis choquée. Dénudées. Oui, la violence, les femmes dénudées. Mon œil, il est plus immunisé en fait à ça. Tu vois, c'est pas parce que truc, mais vraiment, j'ai trouvé parce que j'ai beaucoup aimé. L'humour et puis les jeux de ça. Tout à l'heure quand on parlait de télé, je pensais à Islam, je me suis dit c'est vrai qu'ils feraient comme ils ont bon là ils sont bons pas pas bons parce qu'ils auraient écrit. Ils feraient un bon chroniqueur un peu pour venir titiller les gens sur le plateau etc. Oh c'est gentil ça merci. Non mais c'est pas gentil je le pense. Mais je suis toujours impressionné par cette jeune génération et vraiment je le dis parce que sans machin c'est pas pour faire et je trouve qui apporte quand même des valeurs et qui se documentent, qui font de l'humour mais en ayant une crise de nostalgie l'Amérique là. Hein? Tu nous fais une crise de nostalgie. Non, pas du tout. C'est comme les humoristes qui ont derrière de l'humour, qui ont du contenu, etc. Je trouve ça fabuleux parce que c'est un travail. Les gens se rendent pas compte le boulot qu'il y a derrière, le travail de recherche pour quelques minutes de trucs. Et donc je trouve que moi j'encourage ces jeunes-là et c'est vrai que dans le PAF au moins ils mettraient le pied quoi. En plus que t'as vu Stéphane Guillon combien il est payé pour sa chronique chez Ardisson? 20 000. 10 000, ce qui est pas mal déjà. 10 000 euros pour 7 minutes d'antenne par semaine. 25 000, c'est ça? Ouais. Et puis ça mettrait un peu de diversité dans cette télévision. Non mais en même temps c'est ça la différence entre un vrai comique et un vrai comique, il se documente, il cherche à comprendre, etc. Alors que il y a celui qui pense qui fait tellement rire dans les repas de famille qu'il se dit que je peux me lancer ailleurs en faisant du. Sauf que l'humour de la maman ou de la femme n'est pas forcément compris de la même manière partout. Karim, télé ou pas télé? Justement, j'approuve ce qu'elle a dit Maïssa. Hein. Merci. Alors je sais pas comment elle a fait, moi j'ai réussi à me débarrasser de 39 ans de cigarettes et j'arrive pas à me débarrasser de la télé. Ah c'est du jour au lendemain, faut pas réfléchir. Hein. Par contre j'ai un petit conseil à vous donner Maïssa. Oui. La prochaine fois lisez un tout petit peu moins vite. Promis. Non c'est vrai parce que une chronique voilà. Pourtant je pensais y aller doucement. Hein. J'ai pris non mais je sais pas, moi je trouvais que vous lisiez un peu vite. Mon débit il était rapide. Mais bon c'est une impression hein. C'était le début d'une mais c'est parce que à votre âge Karim on n'arrive plus à suivre autant quoi. C'est pour ça non. Il y a déjà ça oui. Et donc je voudrais dire vous avez posé alors le petit jeune là j'ai oublié son nom. Islam. Salut. Qui a fait le truc sur la laïcité, bravo. Ah merci c'est super gentil, merci beaucoup. Et il faut pas oublier que Valls c'est vrai que c'est un grand spécialiste. Et retournement de quand veste. il plantait des rosiers pour l'État palestinien, puis du jour au lendemain, il a tourné sa veste et dit que la Palestine n'a jamais existé. Il s'appelle Jacket Switcher. C'est un mec, il a aucune crédibilité en fin de compte. Ouais. Il a compris que pour réussir en politique, faut taper sur Saint-Un et épauler d'autres. Et puis voilà, et puis ils font tout ça. Moi, je voudrais se poser une question à Akli. Et je trouve qu'il a 1000 fois raison quand il dit que ça suffit d'être des acteurs du web. Ça serait bien d'être sur le terrain aussi. Et je reprends un peu mon exemple d'hier, quand j'écoutais Amou Bouakas qui disait les gens se plaignent de Zemmour.
Mais personne n'envoie d'email à RTL, et que si RTL recevait 150 ou 200 000 emails ou lettres de protestation, Zemmour prendrait la porte directement. Et je trouve qu'il a 1 milliard de fois raison. Mais moi, la question que je me pose, je la pose à Akli, parce que je sais que c'est un acteur de terrain, il m'arrive de l'entendre sur Radio Orient, etc., et je partage souvent ses idées. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? T'es sur Radio Orient, Akli? Il m'arrive d'aller sur plein de médias, il a raison Karim. Et moi je suis pas un sectaire, moi je suis un homme ouvert au dialogue. Merci Karim en tout cas de... T'es un mercenaire. Et je partage souvent ces idées, je trouve que le seul problème c'est que, alors peut-être que je vais vous dire une connerie, mais j'ai l'impression que la classe politique ne nous considère pas comme un corps électoral. Parce que moi franchement, je serais un homme politique, eh ben je draguerai les musulmans, j'irai à la télé pour dire, eh ben moi écoutez, moi je suis pour les musulmans, je suis pour les musulmans plus contre les mosquées, je suis pour... Même si c'est pas vrai, parce que tout le monde dirait... Oui mais Karim, attends, t'oublies quand même un élément essentiel, c'est que les musulmans ne votent pas. Non mais attendez, justement, je voudrais juste finir ma phrase. Ouais, c'est comment faire pour qu'enfin, on nous considère comme un corps électoral. Moi, je me rappelle, je parlais avec un député qui s'appelle Braouzek, tout le monde l'a connu, il était député maire de Saint-Denis. Puis il me disait, mais tu sais, je vais te dire un truc. Le jour où vous, musulmans, vous serez capable de faire élire 5 ou 6 députés, ou de faire non élire 5 ou 6 députés, la France changera. Parce que, là, on vous respectera parce qu'on sait que de vous dépendra la carrière. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et comment faire pour que, non seulement nous, on se prenne en main, mais surtout pour que ces gens-là nous prennent pour des électeurs. Moi, je reviens à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a fait 5,5 millions de voix, elle a fait 18%. Si nous, on était 3 ou 4, parce qu'on est à peu près 6 millions, bon, on met 1 million d'arquis, il en reste 5 millions à peu près. S'il y a 5 millions de gens qui votent, on pourrait avoir 20% des voix, et 20% des voix, ça fait 65 à 70 députés. Ben, quand on fait 65 ou 70 députés, je suis désolé, aucune majorité n'est possible sans vous au Parlement. Et là, on compte. Oui, mais voilà comment faire ça peine quand même à mettre en place tout ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Karim. Bon, alors, oui. Ouais, donc oui, Karim, comment faire? Eh ben, écoute, déjà, Christophe a raison. Déjà, rappeler aux gens qu'il y a 2 élections qui auront lieu l'année prochaine. Il faut pas oublier les binationaux et les résidents. Que déjà avant le 31 octobre, pour ceux qui sont d'origine algérienne ou qui sont algériens, il faut savoir qu'avant le 31 octobre, ils doivent s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il y aura des élections législatives en Algérie au mois d'avril. Et l'Algérie, comme la France et quelques pays, ont des... Alors, attends, je t'arrête là-dessus, pardon, mais est-ce que vous connaissez un député algérien? Moi, j'en connais pas ici. Mais il y en a 2 sur la zone nord qui sont censés représenter les Algériens en France, on les connaît pas. Shafia Bentalacheta, déjà. Et il y en a d'autres, mais je vais pas faire la pub pour ça. Je dis juste qu'il faut s'inscrire avant le 31 pour pouvoir voter. Deuxième chose, il faut aussi que les gens, avant le 31 décembre, s'inscrivent sur les listes électorales parce que il a raison, Karim. Vous savez, les gens scrutent où votent les gens. Et quand ils voient que les gens ne votent pas un certain truc, on fait l'impasse. À partir du moment où on vote, même si on vote pour qui on veut, je veux dire, moi, j'ai pas de prosélytisme, même voter blanc, on montre qu'on a une puissance et qu'effectivement les gens doivent composer avec nous. Mais aujourd'hui, et moi je le dis, et quand il dit il faut faire perdre certains députés, moi je pense qu'aujourd'hui, et je l'avais dit en son temps, et on le redira nous au niveau de l'espace, parce que je suis aussi militant associatif, président de l'espace franco-algérien, on le redira, il y a des élus qui se sont positionnés sur la déchéance de nationalité, et bien ceux-là, il faudra les faire tomber, comme ça au moins ils comprendront qu'à un moment donné, nous aussi on est vigilants et nous sommes capables de leur faire perdre la poussière, et nous sommes capables aussi d'accompagner d'autres qui se sont mobilisés, qui ont défendu, il s'agit pas de défendre des choses personnelles ou des choses d'intérêt personnel. Il s'agit dans le cadre de l'intérêt général parce que c'est pour vivre ensemble, il faut se reconnaître tous et il faut que tout le monde sente qu'effectivement il est concerné et qu'on parle de lui et qu'on lui donne une place. Et bien dans ce cadre-là, il faudra effectivement se mobiliser et donc avant le 31 octobre, pour l'autre côté de la Méditerranée, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales et le cachet de la Poste fait foi. C'est très important parce que ne pensez pas que de l'autre côté aussi il n'y a pas des choses à faire. Et avant le 31 décembre, ici il faut s'inscrire sur les listes, il faut profiter du fait qu'on ait des droits pour justement les exercer, pour justement montrer que en s'inscrivant déjà massivement sur les listes électorales avant le 31 décembre, on fera changer les clés du débat. Elles seront plus, comme il a dit, ça va tourner les vestes, vous verrez, parce qu'ils vont regarder le nombre de gens qui s'inscrivent sur les listes électorales. Non mais est-ce que les musulmans votent pas ou est-ce qu'on les voit pas voter plutôt? Parce que j'ai l'impression que s'ils votent, mais ils votent un peu partout. Quoi. Moi je pense que ce qu'il faudrait faire une opération en fait de masse. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, dire à tous les musulmans genre je sais pas, je dis n'importe quoi, mais genre de 15h à 17h, allez tous voter en masse. Quand dans toutes les mairies, dans tous les lieux de vote, ils vont voir qu'il y a énormément de musulmans qui votent, et ben à ce moment-là, ça va pas marcher dès le départ. Hein. Mais à un moment ou un autre, ils vont se dire bon quand même, il y a un électorat, il y a
un électorat existant. Il faut pas tomber dans le truc. Moi, je pense qu'il faut dire, tu as raison, il faut pas dire aux musulmans autour parce que c'est tous les citoyens. Et je pense qu'il faut effectivement aujourd'hui, c'est non, mais il faut faire un lobby aujourd'hui. C'est pas obligé. Mais c'est les territoires. Moi, je suis plus sur des territoires parce que c'est les territoires de la République. Voilà. Mais moi, je suis pas sur le. C'est comme si on disait catholique, je suis pas là-dessus. Mais après, on a le droit de ne pas être sur des mêmes choses. Mais c'est ce que je veux dire par là. Moi, je pense que nos territoires, les quartiers populaires, ce qu'on appelle les quartiers populaires ou les choses, doivent effectivement se mobiliser. Et aujourd'hui, comme on ne vote pas suffisamment, eh bien, on s'intéresse pas à nous. Et donc, aujourd'hui, je pense que si effectivement les gens de ces quartiers et de ces territoires se mobilisent, parce qu'il s'agit de ça, ils peuvent changer l'élection. Et ils disaient, on est 5 à 7 millions aujourd'hui. Alors qu'on soit de quelque origine que ce soit, on est même plus. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les quartiers, c'est eux qui ont fait l'élection de Hollande, et ils peuvent faire ou défaire une élection s'ils se mobilisent. Non, mais il faut le savoir. Mais c'est dans les quartiers qu'il y a le plus d'abstention aussi, à Cliff. C'est pour ça que c'est de ça que je parle, Christophe. Donc il faut les mobiliser. Et moi, je sais pas s'il faut les mobiliser en tant que ceci, en tant que cela. Je pense qu'au il faut mobiliser des citoyens, quelle que soit leur confession. Et c'est comme ça qu'on doit aller vers la mobilisation, en disant, effectivement, vous ne pouvez pas laisser une partie de la population discriminée, une partie de la population se faire bafouer dans sa foi, une partie de la population, etc., etc. Et c'est des valeurs qu'il faut défendre. Ouais. Et donc, votre vote contribuera à ça ou ne contribuera pas. Preuve que beaucoup écoutent ce que vous dites, mon cher Akli, parce qu'il y a Amar qui souhaite vous interpeller. Bonsoir Amar. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, Akli, salam alaikum. Salam. Ouais, oui, je veux t'interpeller parce qu'il y a quelque temps, t'étais à l'émission avec Tarek Mami. Oui. Et tu as utilisé le terme civilisation judéo-chrétienne. Oui. Alors, oui, je voudrais savoir est-ce que tu connais l'origine, justement, de cette appellation? Bah, mais tu vas me dire, l'origine, c'est, dis-moi pas. Ah, bah oui, c'est pour ça, je crois que. Non, mais la civilisation, non, mais je parle en France, il se définit, j'ai pas dit que, la France se définit, les gens veulent la définir comme une civilisation judéo-chrétienne, c'est ce que je suis en train de, c'est ce que l'on disait, je pense, dans le débat. Je sais pas, toi, tu as utilisé le terme civilisation judéo-chrétienne, et tu as dit d'accord. Non. Bon, donc c'est que tu acquiesces. Non, j'acquiesce pas. J'acquiesce pas. Je me dépose pas. Non, tu me parles d'un débat et tu me dis pas le reste. Je te dis juste sur le fait que la France, j'ai dit que justement les gens voulaient se définir comme une civilisation judéo-chrétienne, alors que aujourd'hui, dans le cadre d'une république, on se définit pas en fonction de telle ou telle religion. C'est ça le débat. Ah bah je suis sûr que c'est ce que j'ai dit parce que je peux pas dire autre chose. Ah non mais moi je suis certain, tu sais je vais te dire une chose. Ah bah la preuve je suis sûr. Ça y est, c'est parti. Moi je rentre pas je rentre pas là-dessus, je te dis ce que j'ai dit, Tarek Mami était présent. Moi je fais partie d'une génération, je suis peut-être un peu plus âgé que toi, et dans notre génération, mon cher ami, où nous avons notre franc-parler. Eh ben moi aussi, donc, on n'est pas, c'est très bien. Et j'ai parlé aussi de Saint-Augustin, j'ai parlé d'ailleurs aussi de Saint-Augustin, je pense que cette émission, on a aussi parlé de Saint-Augustin. Non, oui, t'as parlé d'Augustin Ethieu qui était d'Épaule, qui était l'un des pères de l'église. Et donc, alors Amar. Et donc j'ai dit quoi Amar? C'est quoi le problème en fait? Non, mais il me laisse pas parler, il me coupe alors. Oui, donc je disais, par rapport, donc tu sais de quand date cette expression judéo-chrétien? Elle date, et ça, tu peux te renseigner. Tu connais peut-être Ariel Azmon. Oui. Oui, Ariel Azmon, qui est une intellectuelle de l'entité sioniste. Tout à fait. Et donc, elle a écrit un article qui date, je crois que c'était en 2012, et entre autres, voici ce qu'elle dit. Elle dit donc, je cite, cette expression inventée aux États-Unis en 1964 par une réunion de 120 rabbins était un complot délibéré pour exclure l'islam et donner l'impression que le judaïsme et le christianisme seraient des religions européennes monothéistes qui adoreraient le même Dieu. Et donc, et plus loin, elle dit que le judaïsme et l'islam ont beaucoup plus à part que le judaïsme avec le christianisme. Donc, ça reprend. Alors, quand tu entends les Morano et tout ça, les incultes, les doctes incultes, et que toi, tu reprends un petit peu cette expression, excuse-moi, mais bon, ça l'affiche mal. Voilà. Eh ben, écoute, la piqûre de rappel est faite, mon ami. Amar. Juste Amar, je reprendrai toujours l'expression que les gens se définissent, que Morano, etc., se définissent comme judéo-chrétiens. C'est une réalité, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne fais que reprendre l'expression qu'ils utilisent. Je ne suis pas en train de conforter. Non, mais on a le droit de prendre. Mais je peux. Non, mais attends, je conteste pas leur droit de revendiquer ce qu'ils disent. Après, je conteste le fait que la France est plus diverse et que la laïcité c'est pas ça. Mais toi, tu viens de me donner une théorie que je ne connais pas et qui est peut-être aussi qu'une théorie
voilà, on peut pas. Non mais c'est des faits parce que quelqu'un l'a dit, c'est des faits. Non mais on peut pas. Non mais comment tu? Non mais moi je sais pas. Je suis. Excuse-moi. Mais c'est toi qui me dis les trucs, donc je devrais te croire sur parole. Excuse-moi de ne pas croire. Moi je n'ai jamais entendu parler de ça et je vais laisser la parole à mes amis qui sont là, peut-être qu'ils ont entendu parler, je connais pas. Je vais te dire même le titre de l'article, c'est détachement et aliénation. Oui, mais les articles il y en a plein, mais est-ce que ça veut dire que c'est vrai? La liberté de choix à la promesse de l'élection, Ariela Azmon. Eh ben le message est passé. Merci beaucoup, Amar. Ah oui, tu me diras après si je dis n'importe quoi. Non, mais c'est pas non, mais c'est elle qui contradiction, je crois. Hein. Ah non, moi j'adore au contraire. Mais tu vas me dire, si tu vas pas de la contradiction, tu me dis croire sur parole. Attendez, vous parliez de solidarité, c'est que même entre Kabyles, vous me tapez dessus, franchement. Tu vas aller vérifier. Si après ce que je te dis, eh ben c'est des salades, tu pourras m'admonester. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas m'admonester si je n'ai pas dit quelque chose. Là-dessus, je suis blanc de blanc et je te dis. Ah moi je suis pas blanc. Alors moi je suis pas blanc. Moi je suis pas blanc. Je bronze au soleil et. Oui, moi aussi je bronze au soleil. Mais c'est pas de dire je suis blanc de blanc que ça donne raison. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de dire on débat. Encore une fois, tu vas voir l'article et à ce moment-là, tu pourras peut-être faire tes plates excuses. Bon allez les papilles là. Tu veux apporter la contradiction et tu ne veux pas entendre la contradiction. Il faut être cohérent, mon ami. Moi, je vous propose de vous. Attendez. C'est moi qui suis cohérent. Amar, c'est toi qui l'es pas. Ça suffit. J'ai l'impression, je vais te dire un truc, moi, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, je fais partie d'une génération, on appelle les choses un chat, c'est un chat. Hein. Je crois que toi, tu fais partie un petit peu d'où souffle le vent. Hein. Ah bah ça c'est une première que j'entends, mais c'est pas possible. Ah bah, et toi ton vent, mais oui, mais c'est ta position. Je pense qu'on n'est pas d'accord. Tu assènes tes vérités et c'est bien. Donc toi tu fais partie de ceux qui assènent les vérités et qui disent où sont les gens. Moi je te dis ce qu'a écrit cette personne. Bon, ah d'accord. Et donc c'est la vérité de cette personne que tu me dis. Amar. Oui. Est-ce qu'on peut vous réconcilier autour d'un café dans une maison de retraite tous les deux? On peut toujours me réconcilier. Bon, à bientôt, Amar. C'est très bien, sauf que moi je bois pas de café, alors donc ça sera pas autour d'un café. Moi j'en bois, tu vois, Amar, on est bien divergents parce que moi je bois du café. Un Kabyle qui boit pas de café, c'est pas un Kabyle, monsieur. Encore une raison de nos divergences, Amar. Mon cher ami, là, on se le kahwa. Bon, allez, ciao. Si on vous dérange. Salut Amar et merci de. Au revoir Amar. Talmer, t'as fait la main, à bientôt. Et seulement, je sais pas ce que. Alors, cela quand même interroge pas. Islam et Maïssa, faites attention à ce que vous dites parce que dans 2 semaines, 3 semaines, on peut vous ressortir un truc que vous avez dit. Alors faites attention. Voilà. Moi j'avais Tarek Mami qui était témoin, je pense mais c'est pas ta caution Tarek Mami, mon ami. Hein, non mais c'est pas ta caution. Il me cite un truc que je ne me rappelle pas dans un débat. Et voilà. Il est plus là. Christophe. Non mais je trouve assez intéressant que les gens, c'est toujours pareil, les gens viennent te dire, mais tu ne supportes pas la contradiction et quand tu dis, mais dites-moi exactement ce que j'ai dit, la phrase entière. Non mais t'as dit ça et c'est sur ce mot-là et un tel a dit ça et donc c'est ça qui est vrai. Ouais. C'est hallucinant. Autre question, décidément, avec qui tu attires beaucoup d'attention, c'est Kamel qui souhaite te questionner. Qu'est-ce qui se passe, Kamel? Non, mais c'est pour moi, tu vois bien. Kamel, qu'est-ce qui se passe, Kamel? Oui, bonsoir. Alors, déjà, moi, je me laisse saluer Amar, qui est toujours très pertinent, et effectivement, ça fait évoluer et bouger les choses. Ceci étant, monsieur Akli, permettez-moi, je connais pas votre coloration politique. Êtes-vous encarté dans un parti politique? Ça, c'est très important de le savoir. Oui. Oui. Quel est-il? Le Parti Socialiste. Très bien. Bon, alors, justement, par rapport à ce parti, finalement, qui n'a pas été le parti des amis des musulmans, voire des maghrébins depuis, allez, on va dire, une bonne vingtaine d'années, moi, je m'étonne toujours de trouver des gens qui appartiennent à notre communauté continuer à graviter au sein de ce parti, qui a démontré depuis des décennies sa médiocrité, son racisme à l'égard de la communauté maghrébine, arabo, berbéron, musulmane, etc. Je suis toujours très étonné de ça. Mais c'est vrai, nous sommes dans un pays libre, chacun est libre de faire comme il veut. Ceci étant, j'aimerais rebondir sur les métaphores que vous donniez tout à l'heure, qui sont en réalité quelque chose de très sympa lorsque vous faisiez allusion aux équipes de foot, à la nécessité de faire ensemble, etc., etc. On sent bien le type organisé qui connaît ses mots et qui connaît le parcours de la langue de Molière. Ceci étant, moi j'ai la question suivante à vous poser. Cette équipe de foot en question va rencontrer un certain nombre d'adversaires, etc. J'aimerais que vous nous disiez si vous, dans cette équipe de foot, seriez prêt à rencontrer l'équipe israélienne dans un match. Est-ce que vous rencontriez l'équipe de Tel Aviv dans un match, vous qui avez fait cette allusion sur les joueurs de foot?
Bah oui, Akli, je te laisse libre de ta réponse. La question c'est que, ma position, je finis. Sans détour, bien sûr. Moi, actuellement, effectivement, tant que la reconnaissance de la Palestine ne sera pas faite, tout ça, c'est vrai que ça me pose question. Après, je pense pas. C'est oui ou c'est non, monsieur. Laissez-le répondre, Kamel. C'est du foot à la base. On n'est pas au tribunal correctionnel. Je serais prêt à la rencontrer si effectivement elle est prête à dénoncer les violences qui sont faites aux Palestiniens de l'autre côté. Alors, est-ce que vous avez un jour songé, monsieur Akli, ça sera ma dernière question, à démissionner du Parti Socialiste en fonction de ce qui s'est passé depuis, on va dire 30 ans, Démissionner, on échange tous les jours parce qu'il faut se remettre en question tous les jours. Comme je suis tous les jours un peu surpris des gens qui donnent des leçons, mais ça c'est normal, ça fait partie de la vie politique, ça fait partie du combat. Et moi je pense que la question c'est pas de savoir si je dois démissionner, c'est de savoir si le combat que je mène et les valeurs que je défends au sein de ce parti, qui sont effectivement les valeurs de Jaurès, etc. D'ailleurs, moi je suis aujourd'hui, on est en train d'essayer de se battre pour que Montebourg sorte, voilà, pour que d'autres voix soient entendues. Après, si on quitte tous les partis, et forcément les partis ils sont menés par la majorité et il faut se battre pour prendre un peu sa défense, et c'est mieux qu'il reste justement pour défendre ses idées plutôt que de partir dès qu'il n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est un débat. Il y a des gens qui disent qu'il faut toujours quitter. Moi, je continue à me battre. Moi, je baisse pas les bras. Si vous permettez, parce qu'il y a 30 ans, on nous disait qu'on était à l'intérieur pour faire évoluer les choses, etc., les faire changer. Ça pouvait s'entendre il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Écoutez, je vous réponds à l'inverse. Il y a 30 ans que les gens me disent que à l'extérieur on fera avancer les choses. Il y a 30 ans qu'on n'avance pas non plus. Donc je pense que c'est je finis. Je pense que c'est les synergies. Je finis. Je pense que aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est les synergies des luttes de l'intérieur et de l'extérieur qui font que les choses avancent ou pas. Bien sûr, petit à petit. Merci Kamel. Merci Kamel. Il faut qu'on avance. Bah oui, bientôt. Donc vous êtes d'accord avec Akli, il faut rester à l'intérieur du parti pour essayer de faire changer les choses. Carrément, Moi je comprends pas les gens qui disent quitter, mais en plus dès qu'il y a un truc qui va pas, ils veulent partir. Voter, en fait. Ouais, voilà. C'est exactement la même chose. Les gens qui veulent se barrer du pays, on n'utilise pas son droit, on prend pas sa voix, on parle pas, et puis après on veut que, obligé de toute façon pour détruire un système, faut l'infiltrer. Après juste Christophe, je pense qu'il faut arrêter ces procès d'intention et la surenchère permanente, parce que c'est ça le problème qui nous tue. Parce que les autres partis d'ailleurs, est-ce que ce sont les amis des musulmans? On fait de la politique, on cherche pas de l'affection. Moi, je cherche pas à être aimé ou à faire de l'affection. Moi, je fais de la politique. Et est-ce que les autres partis, parce qu'on parle du Parti socialiste, est-ce que les autres partis sont les amis des musulmans? Qu'on me dise quel est le parti qui est aujourd'hui dans le débat l'ami des musulmans? Aucun, parce que les musulmans, clairement, en France, ils ont aucun poids. Il n'y a pas de lobbying, il n'y a pas de. Dans ce cas-là, hijra, les gars. Allez, dans un instant, on va parler d'un sujet dramatique. C'est ce qui se passe donc en Méditerranée et ces migrants avec un chiffre effrayant. À tout de suite. France Maghreb 2. Oui, merci d'être avec nous. C'est le grand forum sur France Maghreb 2. T'as vu mon ami Akli, ils sont tous sur leur Facebook Live, etc. J'ai vu ça, les jeunes générations, c'est terrible, c'est bien, c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais, voilà. Donc on a retrouvé Isdeb qui est avec nous. Salut. Et puis Maïssa Leroy et ainsi que Akli Menouli, bien sûr, sur France Maghreb 2. Alors je voulais avec vous que l'on parle de ce qui se passe en Méditerranée. La Méditerranée donc est une mer, pas un cimetière. C'est une petite phrase dont souvenez choc lancée en avril 2015 par le président du Conseil italien Matteo Renzi est plus que jamais d'actualité. Les drames se succèdent au large des côtes libyennes, où embarquent chaque jour des centaines de migrants à destination du sud de l'Europe, des tentatives de traversée trop souvent ponctuées de drames. Dernière en date hier, le naufrage d'une embarcation. 29 passagers ont pu être secourus, mais près de 100 autres sont toujours portés disparus. L'année 2016 aura connu un nombre record de tragédies avec un bilan de morts et de disparus effroyable. William Spalder est le porte-parole du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Il était l'invité ce matin de nos confrères de Médien. Je propose d'écouter un extrait. Ces chiffres sont très alarmants. On est en octobre 2016 et déjà on a arrivé au même nombre de personnes mortes dans cette route en essayant d'arriver en Europe. 3700 personnes décédées. Et aussi que l'année dernière, il y avait 1 million de personnes qui ont fait la traversée. Et cette année, le chiffre est moins important, c'est-à-dire autour de 320 000. On peut dire que proportionnellement, les nombres des morts sont 3 fois plus importants cette année que l'année dernière. Si on prend toute la Méditerranée en totalité, pour chaque 269 personnes qui arrivent,
une personne meurt. Mais si on prend seulement la route entre la Libye et l'Italie, qui est la route la plus dangereuse, là, la chiffre est beaucoup plus élevée. Entre la Libye et l'Italie, pour chaque 47 personnes qui arrivent, une personne meurt. Des chiffres effroyables, hein. Donc William Spadler, le porte-parole du HCR, l'invité de nos confrères de médias. Comment faire pour pas que cette mer continue à être un véritable cimetière? Mais les laisser rentrer en fait, sans qu'ils viennent de manière clandestine. Affréter des choses, faire quelque chose en fait, parce que là c'est plus possible. On peut pas être témoin comme ça d'autant d'ignominie, c'est pas concevable. Il y a trop, c'est trop. Moi je comprends pas en fait. Surtout qu'on a les richesses, faut arrêter. C'est pas des personnes qui arrivent, comme on peut le dire, qui sont des personnes qui n'ont pas un niveau d'éducation élevé. C'est des personnes qui ont un niveau d'éducation élevé, qui ont une manière, enfin ce sont des êtres humains avant tout. Mais pour paraphraser un peu certains politiques, l'Europe peut-il accueillir toute la misère du monde? Mais moi ça, elle me choque cette phrase. Déjà, on a vu dans un rapport d'Amnesty International que la France était un pays qui accueillait le moins, et que les pays comme la Jordanie, enfin des pays qui sont considérés comme plus pauvres, en accueilli genre au moins 100 fois plus, quoi. C'est pas normal. Il faut arrêter de dire qu'il y en a trop, il y en a pas trop. C'est pas normal. C'est du mensonge de dire ça. Akli, toi qui étais élu sur le terrain, élu local. Oui, enfin là, il faut aussi revenir un peu, et c'est vrai que là, l'indignation elle est totale parce que on peut pas. Ils viennent de dire qu'effectivement, contrairement à d'autres pays, on accueille beaucoup moins. La question, c'est de savoir de mettre en place les capacités, de réfléchir. Et puis, au-delà de ça, se pose aussi le problème de notre politique à l'international, parce que on peut pas se défausser des réalités. Et je vais dire, le plus grave, c'est que Christophe, il faut savoir que le développement économique de l'avenir de l'Europe se joue en Méditerranée. Et aujourd'hui, la Méditerranée devient un peu le tombeau de l'avenir de l'humanité. Et ce qui est entre le 12e et le 14e siècle, c'était là que se faisaient les échanges prolifiques de la Méditerranée, les épices, tout passait par là. C'était la route de la soie, etc. Oui. C'est vrai que c'était et là les cultures se rencontraient, les gens vivaient ensemble. Et donc j'ai l'impression où est ce bassin méditerranéen qui était l'havre de paix, l'espoir de l'humanité. Aujourd'hui, c'est devenu un tombeau. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut retrouver ce bassin méditerranéen parce que c'est là où doit être le levier du développement économique, le levier de demain pour sortir des crises dans lesquelles nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui nous devons réfléchir et c'est nous réinterroger parce que on peut pas parler que de l'accueil dans notre pays. On doit dans les pays européens et dans les autres d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que les pays européens qui accueillent. Hein, il y en a partout. Oui. Mais si on ne parle pas aussi de la situation sur le terrain et du chaos de ce que l'on crée, etc. Eh bien on ne réglera pas le problème parce que on doit agir sur les deux leviers et non pas en restant sur l'indignation et parler que de l'accueil. Il faut aussi parler de la situation dans les pays d'origine et de ce qu'on est en train de créer et que des gens essayent de fuir. C'est pas de leur faute en fait. Voilà, et que les gens essayent de fuir. C'est parce que je dis, les gens essayent de fuir. Ils cherchent à survivre les gens. Ils sont pas en train d'aller chercher un monde meilleur. Avant, les gens émigraient pour essayer de trouver une vie meilleure. C'est ce qu'ont fait nos parents pour leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont obligés de partir pour justement essayer de sauver leurs enfants. Donc on subit les conséquences. On subit les conséquences. Maïssa Akli Islem de ce que un pays comme la France, par exemple, c'est le pays dans lequel on vit, est en train de faire à travers le monde. Le chaos, je rappelle quand même à toutes fins utiles que la France est présente dans 7 conflits dans le monde. Ouais. C'est-à-dire que ça fait de nous d'ailleurs le pays le plus guerrier au monde. Bah oui. Donc à un moment ou à un autre, il faut s'attendre à avoir des conséquences telles que l'arrivée massive de migrants, des attentats sur notre territoire, tout ça s'explique. Akli, Maïssa et Islem. Bah oui, mais de toute façon après si on prend aussi si on fait le parallèle avec l'immigration des générations précédentes, par exemple l'immigration algérienne, on sait très bien que c'était de la main-d'œuvre temporaire et qu'elle est restée et qu'ils s'y attendaient pas et comme d'habitude, ils ont voulu tirer parti d'une situation et ensuite ils sont retrouvés face à des personnes intégrées. Des personnes qui ont eu des enfants et qui se sont dit finalement je reste. Et là par rapport justement aux migrants, moi ce que je trouve très déplorable c'est que mine de rien le conflit ils vont chercher leurs intérêts dans les pays parce qu'on sait très bien qu'il va reconstruire le pays, quels sont les grands groupes qui vont reconstruire le pays. Bien sûr. D'accord. On sait très bien qu'il va y avoir la France qui va aller prendre tous ces business là-bas et du coup on veut pas accueillir les personnes qui fuient, c'est pas normal. Ça me fait penser à une image que j'ai vue tourner sur Facebook qui était super bien. C'était un tweet qui disait on en veut à non, on comprend les Français qui partent qui s'expatrient à cause des impôts, mais on comprend pas ceux qui fuient leur pays. Les migrants qui fuient la guerre et la mort. Effectivement. Akli, un dernier mot là-dessus, c'est est-ce qu'il y a moyen peut-être
d'essayer de réguler tout ça. Et surtout le fait que Kadhafi avait prévenu avant que Kadhafi soit assassiné, il avait dit le jour où mon pays, la Libye, sera déstabilisé, c'est toute une partie de l'Afrique qui affluera vers votre continent, l'Europe. Et il s'était pas trompé pour le coup. Ouais. Oui, alors il faut reprendre la phrase dans le sens où tu disais ce qui contenait l'immigration, est-ce qu'elle avançait. C'est aussi dans les deux sens. Mais ce que je veux dire, Christophe, moi je vais pas commenter les propos des uns des autres. Moi je regarde effectivement l'ensemble et je pense qu'aujourd'hui en France, la difficulté qu'on a, c'est que nos lois créent elles-mêmes de la clandestinité. C'est-à-dire que c'est les lois, c'est-à-dire que les gens ne peuvent même plus repartir. Sinon, il y aura une mobilité. Et donc, il faut réfléchir en mobilité internationale. Pourquoi les gens ne peuvent pas bouger? On fait bien bouger les capitaux. Pourquoi les gens ne peuvent pas bouger? C'est ça, ce monde. Pourquoi on a signé à résidence? Parce que c'est qu'une partie de l'humanité qui ne peut pas bouger. C'est-à-dire, c'est ceux d'Afrique, les anciens, etc. Parce que les autres, les occidentaux, donc globalement, ils peuvent bouger sans problème. Et donc, là, il y a quelque part quelque chose qui va pas. Et ensuite, il faut quand même se rappeler quand même que dans ces pays, on devait soi-disant leur apporter la démocratie. Je trouve qu'en matière de démocratie, ils sont en train d'attendre, ils sont plutôt dans le chaos. Et donc il faut aussi bien sûr réfléchir. Et moi je suis toujours indigné quand je vois qu'effectivement on n'essaie pas d'agir. Et je vous parle, c'est pour ça que je parle à l'international de coopération. Je pense qu'il faut revoir l'Europe et la France notamment doit revoir sa politique internationale. Ah, mais bien évidemment. Elle doit revisiter parce que sinon sinon on ne réglera pas ce problème de mobilité. On ne réglera pas. Et moi depuis longtemps avant ces actes, je suis toujours été. Et là, les gens pourront rechercher, puisqu'apparemment, on veut savoir des mots, tout. On fait dire des choses qu'on n'a pas dit, mais les gens pourront chercher. Effectivement, j'ai toujours été pour la mobilité. Je crois que il faut que les gens puissent bouger et il faut que les lois changent pour éviter que l'on crée de la clandestinité. Et d'ailleurs, la plupart des gens, ils viennent en Europe, ils passent par la France pour aller ailleurs et ils se retrouvent bloqués. C'est le cas de la jungle de Calais qui a brûlé avec tout ce qu'on sait. C'est terrible. Et donc, on est en train de chacun joue. C'est pour ça que je parlais de le sens de la phrase de Kadhafi était important. On n'est pas les gardes-frontières de qui que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, on doit plutôt être ceux qui permettons la mobilité et qui permettons aux gens de pouvoir aspirer et pour une vie meilleure, parce que je crois que ces gens, les personnes dont on parle, j'allais dire ces gens, un peu comme si c'était, mais les personnes dont on parle, ces êtres humains, et je pense que eux, leur vocation, c'était de rester chez eux dans un monde en paix, avec la possibilité d'envoyer leurs enfants éduqués, etc. C'est pas de venir envahir qui que ce soit, quoi. Et donc, s'ils en sont là, c'est parce que, voilà, c'est terrible. Et quand on pense, et ça pourrait être nous, il faut se dire, que les gens se disent que ces gens-là, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Et surtout pour reprendre ce que tu es, c'est que c'est notre pays qui est responsable de la misère qu'ils vivent dans leur pays à eux. C'est ça le pire. Donc c'est pour ça, c'est honteux. C'est un peu logique de les accueillir, quoi. Bon, en tout cas, si vous avez un avis à nous donner, n'hésitez pas à le faire, que ce soit aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 ou par mail aussi lgf@francepagreb2.fr. Le standard à votre disposition 01 40 33 9000. On va parler maintenant de cette grogne, la grogne des policiers. Les mesures du gouvernement, donc après 10 jours de manifestation des forces de l'ordre, le gouvernement met 250 millions d'euros sur la table pour les forces de l'ordre donc, et annonce donc un renforcement du cadre juridique pour les protégeant lors d'interventions difficiles. Les détails sur ce dernier point avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, que je vous propose d'écouter. Ce plan va à cet égard permettre 3 avancées majeures. La première concerne la légitime défense. Les conditions d'évolution de cette légitime défense vont être de nouveau examinées pour protéger au maximum les forces de l'ordre dans un cadre juridique scrupuleusement conforme à notre état de droit. L'objectif est de présenter au Parlement des propositions à la fin du mois de novembre. La deuxième avancée consiste à aligner le régime juridique de l'outrage envers les agents dépositaires de l'autorité publique sur celui de l'outrage à magistrat, afin de durcir les sanctions prévues par la loi contre ceux qui mettent en cause les forces de l'ordre. La troisième avancée réside en un renforcement significatif des mesures d'anonymisation pour protéger les enquêteurs à la fois dans le cadre des procédures qui le justifient, mais également lors de certaines interventions difficiles. Voilà, Bernard Cazeneuve, donc, qui détaillait tout cela, donc, le ministre de l'Intérieur. Ce plan suffira-t-il donc à calmer la colère des policiers? Eh bien, les syndicats, sachez-le, de la corporation saluent pour l'instant des mesures qualifiées de très importantes. Comprenez-vous, Maïssa Leroy, la colère des policiers, et donc ces 250 millions mis sur la table pour calmer un petit peu tous ces policiers qui descendent dans la rue depuis maintenant 10 jours.
Franchement, moi je peux pas comprendre en fait qu'on donne encore et encore des budgets, alors qu'il y a de gros problèmes en France. Il y a des priorités. La violence, la police, elle fait des violences qui sont déjà pas sanctionnées. Quand je pense à Adama Traoré, je me dis quand même, on va pas encore leur donner un budget pour pouvoir mieux se défendre ou pour pouvoir mieux, parce qu'ils sont déjà très défendus. Ça fait référence à ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Exactement. C'est-à-dire que ces policiers qui ont été tout simplement à coup de cocktail Molotov, dont 2 d'entre eux même les manifestations de Nuit debout, ils sont tout le temps à faire des violences. Il y a des photos, il y a des reporters photos qui se font taper dessus. C'est tout le temps la même chose. Pourquoi on donne toujours le pouvoir à ceux qui ont déjà le pouvoir? À un moment donné, il faut commencer à s'occuper du peuple d'en bas, celui qui galère pour manger, celui qui galère pour trouver du travail, celui qui galère pour se loger. Il y en a marre maintenant, c'est tout le temps la même chose. On donne on augmente le salaire des ministres, soit on augmente les budgets pour les flics, soit on augmente je sais pas quoi. Si c'est pas la sécurité, c'est la sûreté, si c'est pas la sûreté, c'est la sécurité. Qu'on nous lâche un petit peu, c'est trop là. Non mais il faut comprendre aussi ce qu'ils demandent aussi, parce qu'en fait on leur demande peut-être des missions, dans la police c'est des missions qui peuvent pas assumer vu leurs moyens. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils demandent ça aussi. Ouais, mais bon, franchement. C'est normal qu'ils manifestent dans ce coup-là. Ouais, je sais pas. Moi, je suis pas pro-flic, hein, attention. Hein. Mais voilà. C'est pas d'être pro ou anti, mais c'est de comprendre. Voilà. Il s'agit pas d'être pro ou anti. Il a raison, Christophe. Je pense qu'il faut être réaliste, il faut comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que la police a un manque de moyens, parce qu'on confond la police et les dérives que pourrait commettre la police. Si on a une police citoyenne, autant qu'elle soit le mieux armée. On a besoin de la police, pas ça. Voilà. Le mieux armé, le mieux armé. Tu te rends compte à qui? La police est armée des armes qui fonctionnent, quoi, du matériel, parce qu'il n'y a pas pire que des choses qui sont et que, quand je parle de mieux armé, c'est-à-dire le mieux armé, pas en termes d'armes. Oui. Là, je parle pas en termes d'armes, le mieux armé pour faire leur métier, c'est-à-dire qu'ils doivent aller au stand de tir. Aujourd'hui, ils savent pas, c'est pas des fous de tout ça. C'est très important de maîtriser, Voilà, il y a telle chose. Et il a raison, il y a beaucoup de policiers qui sont affectés à des tâches qui sont pas les leurs. On les met à toutes les sauces, et donc ils sont en train de péter les plombs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, tu as raison, il faut pas qu'on utilise la police comme un bouclier contre sa population, mais bien comme une police qui doit protéger. C'est son rôle, normalement c'est son rôle, c'est de protéger. Elle doit protéger les citoyens. Et donc moi aussi, et je voudrais aussi en parallèle rappeler qu'il y avait aujourd'hui, on en a fait un petit truc au fin fond de défenseurs des droits de l'enfant, tout ça, etc. Mais il y avait aussi une commission nationale de déontologie de la sécurité qu'on pouvait saisir quand effectivement il y avait la déontologie de la sécurité n'était pas respectée. Et donc là, on pouvait poursuivre, parce qu'il faut aussi dans une démocratie des garants justement de l'équité, de l'égalité et du traitement justement de cela. Et aujourd'hui, c'est important, sinon on n'est pas abouti. Et moi je dis effectivement, je pense que les véhicules sont pas bons, enfin voilà, et je pense que les commissariats sont sales, enfin il y a des conditions de travail qui sont déplorables, et il était important de leur donner des conditions de travail dignes. Et effectivement la police c'est aussi celle qui doit garantir la protection des citoyens, qui doit, parce que quand on en a besoin, eh bien le soir, quand les gens peuvent être agressifs, il y a des dérives, c'est la violence, eh bien il faut que des gens puissent venir intervenir, mais dans le cadre du respect de la déontologie, du respect des citoyens, etc. Je pense que c'était pas judicieux de proposer ça maintenant, dans le climat actuel, justement, où il y a des personnes. C'est peut-être justifié de je sais pas, le peuple il en a marre en fait. Mais marre de quoi? Il faut une police de toute manière. Oui, après tu vas pas armer les polices avec des bouts de bois, enfin les policiers avec des bouts de bois. Là ils en ont marre. Non mais c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, Maïssa, chers amis auditeurs, qu'après ce qui s'est passé l'année dernière, donc les attentats à Paris, c'est que les policiers en France n'étaient pas armés suffisamment par rapport à ce type de terrorisme qui est arrivé sur notre territoire. C'est Kalachnikov, tu te rappelles quand même de ce policier qui a été abattu, Ahmed Rabeb, je crois, qui a été comme ça froidement abattu par les terroristes en plein Paris. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une police qui n'est plus au goût du jour. Non, mais même que c'est pas question d'être au goût du jour ou pas. De toute manière, le flic banal, enfin si c'est pas une unité d'intervention, il sera toujours armé de la même façon avec un petit flingue. Il va pas être là avec un AK-47 à se balader dans la rue. Donc mettre un budget ou pas pour ça va rien changer. Un peu. Donc non, mettre du budget pour ça. Non, mais parler des véhicules, les véhicules sont. Il y en a pas assez, c'est ça. Il y en a pas assez, visiblement dans un état déplorable. Tout à fait. Par exemple, les véhicules, il n'y en a quasiment pas pour faire face aujourd'hui à des gros bolides. C'est que quand il y a des courses poursuites sur les autoroutes, les flics sont vite largués. Voilà, donc il y a plus autant de moyens, c'est ce que dénonce aujourd'hui la police. Maintenant, mais il y a un truc aussi qui me sidère, pardon, il y a un truc aussi qui me sidère et qui est assez incroyable, et ça c'est encore une fois, c'est pas encore des études tout à fait officielles, mais on en parle en tout cas en off. Bernard Cazeneuve l'avait confié à quelqu'un que je connais très bien, qui fait partie de l'équipe du Grand Forum.
il y a aujourd'hui des études qui disent que un policier sur 2 vote FN. Ça, c'est un réel problème, par contre. Voilà. Ça, c'est une véritable interrogation. Il y a donc cette police française qui s'est droitisée, cette police française qui s'est qui comme un peu la société, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le rôle de la police quand il y a un policier qui va dans les quartiers contrôler des jeunes et quand on sait qu'il vote FN, c'est très inquiétant. Oui. Ça vous interpelle pas? Si, bien sûr, mais la dérive droitière et extrémiste, on le voit dans le débat. C'est tout à l'heure on en parlait. Oui. C'est aussi la parole qui s'est libérée, quoi. Donc pourquoi la police ou comme d'autres corps de métier, on l'a vu aussi que le Front National progressait chez les ouvriers, etc. Donc il faut pas non plus stigmatiser sans avoir l'ensemble, Christophe. Moi, effectivement, ça m'interpelle parce que c'est dans la société française globalement que les idées de la droite dure et de l'extrême droite sont en train de proliférer, y compris chez les ouvriers. Les ouvriers qui votent quand même Front National. Donc bien sûr qu'on doit être inquiet, mais c'est pas en ne répondant pas aux préoccupations des policiers qu'on va régler le problème du vote du Front National. Et donc il est important de mettre les gens dans des conditions de travail dignes. D'ailleurs, on les revendiquerait pour n'importe qui. Je vois pas pourquoi on les revendiquerait pas pour les policiers. D'ailleurs, on pourrait aussi les revendiquer pour la justice, comme on les revendique pour les gens qui travaillent à l'usine, etc. Des conditions de travail les plus dignes possibles. Tu parlais tout à l'heure du matériel, les gilets pare-balles, ils ont plus de 10 ou 15 ans. Il y en a qui sont obsolètes. Et donc voilà. Donc à un moment donné, il est normal, ils risquent leur vie tous les jours dans le cadre de leur fonction, comme certaines autres fonctions dans ce pays, les pompiers et d'autres. Je pense qu'il est normal qu'ils demandent d'avoir le matériel le plus adéquat pour justement limiter au maximum les risques. Allez, on accueille Ahmed au standard pour nos réactions justement à propos de la police. Bonsoir Ahmed. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Moi je pense que la revendication de la police, elle est légitime. C'est une police qui n'a plus les moyens de travailler. Que ce soit matériel, que ce soit psychologique, que ce soit ils sont en sous-effectif, etc., etc. Donc je crois pas que ce soit le problème du budget. Je crois pas que ce soit là-dessus qu'il faut se focaliser. On est complètement d'accord là-dessus. Je pense que c'est le véritable problème, selon moi, c'est un problème politique. D'ailleurs, Christophe, tu as soulevé quelque chose de très juste, et moi je suis assez bien placé pour ça, parce que moi j'ai entendu ces discours-là de l'intérieur. Effectivement, dans la police, il y a une instrumentalisation. Non. Pire que ça encore, c'est même pas le FN qui instrumentalise, c'est le FN qui a infiltré la police. C'est déjà même différent. Et il y a une volonté réelle de la police, et c'est pas seulement d'aujourd'hui, parce que moi déjà à l'époque, 10 ans en arrière, déjà, de par mon parcours, c'est des discussions, j'étais autour de la table et j'entendais notamment les gens proches du Front National et du Front National parler de cela, essayer de faire un putsch de l'intérieur avec l'armée et le Front National. Donc ça c'est pas ni un fantasme, ni du délire, et ni la théorie du complot. Mais moi je pense que la police, elle devrait pouvoir travailler dans les meilleures conditions, parce qu'une police en plus qui est frustrée déjà parce que les conditions sont de plus en plus difficiles, et en plus ils n'ont pas les moyens de pouvoir travailler tranquillement sans parler. Je crois, il me semble, Christophe, que le corps professionnel où il y a le plus de suicides, je crois que c'est la police. C'est-à-dire un peu alors, à partir du moment où déjà en plus le métier est difficile, parce que c'est un métier qui est difficile, faut pas non plus qu'on traite tout policier de criminel. C'est vrai que parfois même, je suis le premier à le dire, quand on a pour faire court, un arabe ou un noir, hein, je veux dire, que l'on bute, pour parler clairement. Parfois c'est maquillé, je sais que mes propos peuvent choquer, c'est maquillé en une bavure. Ça veut dire que déjà il y a une corrélation entre la police et puis tout ce qui va autour. Bon, ça c'est une réalité, mais on peut pas non plus penser que tout policier est une crapule, c'est un tireur. Donc pas de généralité, si j'ai bien compris vos propos, Ahmed. Non, pas de généralité. On en a tous besoin, et aussi, Christophe, dans les quartiers, même si cette racaille, elle remet pas en cause, je veux dire, l'économie du pays, etc., mais elle est nuisible, et des fois les policiers, je peux comprendre, en tout cas, je ne justifie pas, mais je peux comprendre qu'à un moment, il y a des policiers, comme ils sont extrêmement nerveux, parce qu'il y en a, franchement, à un moment donné, c'est vrai que t'as envie de leur mettre des coups de coude, quoi, parce que. Mais justement, ils sont recrutés pour pas mettre des coups de coude dès qu'ils pètent leur nerf, quoi, aussi. Ouais. Non, mais quand on est policier, certes, quand on est policier, effectivement, on doit être le plus professionnel possible, mais à un moment donné, un policier, c'est comme. C'est un être humain, ouais, mais c'est un être humain qui est sélectionné psychologiquement pour pas faire ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est quand il se fait insulter toute la journée, quand il se fait. Ouais, mais alors ça va pas de sens, pardon, Ahmed. Quand t'habites une cité et que t'es contrôlé 3 fois ou 4 fois par jour, au bout d'un moment, tu deviens nerveux aussi. Donc voilà. Non, mais ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Non, parce que moi, j'entends complètement Christophe, et c'est vrai. Mais moi, j'ai pris aujourd'hui
le réflexe de dire il faut qu'on arrête aussi d'être comment dire critique que d'un côté. Et à un moment donné, il faut aussi se dire bon, d'un côté il y a des contrôles. Moi, j'habite la banlieue. Je pense que je crèverais dans la banlieue, donc je sais ce que c'est. Et c'est vrai que parfois on excite la jeunesse. Moi, on a ramené un de mes enfants chez moi. On l'a tapé. Et on lui a dit, gardez votre progéniture. Je dis, vous plaisantez, quoi, c'est un animal ou quoi? Mon fils, il m'a dit, mes enfants, ils sont comme tout le monde, mais il m'a dit, je te jure, papa, on était en train de discuter tranquillement, et c'est moi qui a pris une droite. Bon, voilà. Donc c'est des choses qui existent, donc je veux pas, voilà. Mais il y a aussi une autre réalité. C'est quand on est flic en banlieue, c'est pas toujours facile, Christophe. Donc à un moment donné, il faut aussi que nous ayons un discours responsable de dire, voilà. Des deux côtés, il y a des problèmes, et c'est pas en disant, c'est pas un problème, c'est pas un problème de budget, oui. Ouais, Ahmed, je partage ce que tu dis, tes préoccupations. C'est vrai que quand tu dis des fois, on a envie, parce que moi aussi, des fois, il me prend l'envie de tuer certaines personnes, heureusement que je passe pas à l'acte. Et non, mais c'est ça où je veux dire, c'est que le problème aujourd'hui, c'est de passer à l'acte. Et c'est vrai que quand on a un uniforme, a fortiori même quand on est adulte, c'est comme un adulte avec un enfant, on a une responsabilité, on peut pas se comporter, c'est-à-dire qu'on a le recul, etc. Et a fortiori quand on a un uniforme, on doit avoir ce recul. Mais ce que tu dis est juste, si on bafoue les policiers dans leur dignité, dans leur travail, etc., bien sûr qu'ils auront de l'amertume, la frustration, et ça peut se traduire par des dérives, etc. Mais c'est pour ça que je dis, moi, je préfère qu'effectivement on leur donne les conditions de travail. Quand je parlais d'armée, c'est aussi psychologiquement, etc., le suivi, ce qui manque aujourd'hui, pour que justement ils exercent leur boulot de policiers qui sont de protéger, quand il y a des actes d'appréhender, mais pas de faire la justice eux-mêmes. Il y a une justice pour ça. Mais après, ce travail-là, il se fait de l'autre côté aussi, en termes d'éducation, c'est-à-dire lâcher aussi un budget d'éducation pour ne plus qu'il y ait autant, voilà, exactement. Ouais, la police de proximité, pourquoi on l'a supprimée alors qu'elle faisait du bon boulot, pourtant? Voilà. À l'époque, en banlieue. Ouais. Merci Ahmed. Je suis désolé, on est obligé d'avancer. En tout cas, c'était intéressant de parler de ce sujet parce que, aussi, on peut parler d'un sujet, d'un exemple concret. On parlait l'autre fois avec Bouchra Labaronne, qui sera avec nous d'ailleurs demain dans cette émission, qui est très concerné par ce qui se passe au niveau des femmes. Il y a les polices aujourd'hui qui sont pas formées à recevoir une femme qui s'est fait violer. On sait la difficulté. Les commissariats n'ont pas les locaux adaptés, Christophe. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'ils ne savent même pas comment s'adresser à une femme qui a du mal déjà à franchir le pas et à venir au commissariat pour porter plainte. Mais ils sont même pas formés pour. Christophe, il y a ça. On avait mis à une époque des assistants sociaux dans les commissariats, il faut le savoir. Mais il n'y a pas les locaux aussi, parce que pour accueillir ces gens, ces personnes, il faut des locaux adaptés, une intimité, et ils ont même pas le commissariat n'est pas adapté à l'accueil des personnes, des enfants, des femmes victimes de violences, etc., etc. Les femmes victimes de violences, quand on voit comment est-ce que le flic a une manière de parler qui est effrayante. Déjà, elle est effrayée. Elle va voir au commissariat. Quand on a le courage de le faire, elles vont au commissariat. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous savez, madame, que votre mari est passible d'une grave peine de prison parce que c'est grave. Mais imaginez dans quel état elle est, elle a peur derrière. Bien sûr. Alors qu'on doit leur apprendre à communiquer, on doit leur apprendre à Allez, dans un instant, beaucoup de cœur et le j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous, Islem, Maïssa et Akli sont là aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'écouter France Maghreb 2 à Paris 99.5. La suite de ce grand forum, évidemment, avec il nous reste peu de temps pour le j'aime ou j'aime pas et les coups de cœur, c'est parti. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, les coups de cœur qui vont s'enchaîner, celui de Maïssa, celui de Islem et de Akli, donc Maïssa Leroy. Alors, moi, j'aimerais parler du Women's Sense Tour in Muslim Country. Alors, c'est une série documentaire produite par l'association Lalab à la rencontre des femmes que l'on n'a pas l'habitude de voir. Les musulmanes qui font bouger les lignes. C'est l'histoire de Sarah, une Française marocaine et musulmane, qui a trop souvent eu l'impression que pour avoir une place légitime dans sa société en France, elle devait nier une partie d'elle-même. Donc, à 24 ans, avec un sac à dos et une caméra, elle décide de partir à la rencontre de plein de femmes. Son voyage débute dans des pays musulmans, très différents les uns des autres, pourtant fantasmés comme un bloc homogène, surtout quand on aborde la question des droits de la femme. Entre octobre 2014 et 2015, donc elle a sillonné le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Indonésie et l'Iran. Alors qu'elle n'a jamais touché une caméra, elle choisit pourtant de faire de son voyage une série de documentaires de 5 épisodes, ainsi qu'un long métrage pour mettre en lumière des femmes musulmanes bien loin des clichés habituels. 25 femmes qui allient sereinement leur engagement pour l'égalité et leur foi, des femmes plurielles qui s'engagent toutes dans pour l'émancipation des femmes. Plus qu'un récit de voyage, ce documentaire se veut un véritable outil pour déconstruire les préjugés sur les musulmanes, trop souvent associés à soumission et oppression. Toutes les infos, parce qu'en ce moment il y a des projections de ce débat-là, donc toutes les infos c'est sur le site lalab.com. Merci Maïssa. Oui. Islem.
Alors moi je veux juste vous parler d'un concert qui a lieu dimanche soir. Ce sera au Zénith de Paris. C'est organisé par Human Appeal. C'est un concert caritatif pour les enfants syriens en ce qui concerne l'éducation. Donc voilà, en tout cas moi j'y serai. J'espère que vous allez prendre vos places sur humanappeal.fr. Monsieur Aklimenouli. Alors moi c'est juste Sauvons Rima, l'opération qu'on a mis en place avec les réseaux Facile, l'espace Oncologien et l'AMF, c'est les informaticiens marocains de France. Donc on a organisé une soirée caritative à l'espace au centre culturel algérien dans le 15e. Donc le 3 novembre à 19h30, c'est une soirée caritative donc pour récupérer des fonds. Alors Rima c'est une petite algérienne effectivement qui a 5 mois et demi et qui pèse que 3,8 kg et qui a une malformation cardiaque et qui en plus est trisomique 21, et donc on a besoin de récolter 30 000 € pour la soigner, et vous avez un site aussi sur l'Ichi qui est Sauvons Rima, sur lequel on peut faire les dons, et l'entrée est à 15 € au centre culturel, et sincèrement c'est quand Akli? C'est le 3 novembre, et sincèrement je vous invite tous à aller sur l'Ichi Sauvons Rima pour faire vos dons. Je crois que 30 000 €, si on est 30 000 à donner 1 € ça fait 30 000, si on est moins et qu'on donne plus ça fera la somme. Je pense qu'il est important parce qu'elle doit se faire opérer là au mois de novembre très rapidement, donc ce serait bien que c'est mon coup de cœur, cette petite, et qu'on se mobilise vraiment. Mobilisez-vous parce que les discours c'est bien, mais l'action c'est toujours beaucoup mieux. Merci beaucoup Akli. Et moi j'en ai un petit, tiens, pour une fois je vais me le permettre, c'est demain soir une soirée humoristique pour la construction d'une école du côté de Montpellier. C'est l'école Amana, et on compte sur vous demain soir à Nanterre à l'espace Chevreuil. Pour cette soirée, il y aura Nounours, il y aura Bayou Sagatombo, il y aura beaucoup de gens, et je tiens à saluer, et mon petit coup de cœur est là pour cette fille qui pourtant n'a rien d'avoir avec ce projet, mais qui a mis tout son cœur pour l'organisation, pour aider en tout cas l'organisation. Elle s'appelle Sabrina Artiste. Je la salue et l'embrasse très fort, et surtout salue toute l'équipe de Amana, et on sera tous présents demain soir à Nanterre, et on compte sur vous. L'entrée c'est 19 €, c'est pour donc la construction d'une école. Donc n'hésitez pas, le numéro de téléphone c'est 06 17 07 40 20, 06 17 07 40 20. Soyez là, demain on sera là avec Maïssa, avec tout le monde pour cette soirée le gala comédie Amana, c'est ça si j'ai dit ça dans le bon ordre? Non, vas-y, refais. Le MNA Comedy Show. Voilà, c'est ça. J'aime bien remixer, t'as remarqué hein? Ouais, voilà. Donc soyez là, bien entendu. Demain soir, on compte sur vous pour cette superbe soirée. En plus, on va se marrer parce qu'on a commencé à se marrer. C'était hier, je crois, hier ou avant-hier, avec Nounours qui était là dans le studio. C'était la vraie hala. Donc soyez là. On compte sur vous pour les auditeurs de France Maghreb 2 pour cette soirée. Voilà. Bah écoutez, on a eu tous nos coups de cœur. Du coup, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le j'aime ou j'aime pas. Mon cher Istem, je sais pas si tu connais le j'aime ou j'aime pas. Bah je vais découvrir, hein, voilà. Donc tu connais Facebook, tu connais Twitter. Yes. Forcément, c'est ton lieu de, c'est là où je travaille un petit peu. Ouais. Bah c'est un petit peu le principe du Twitter, du Facebook et compagnie. Donc je te donne des fils, on regarde le fil d'actualité, on dit si on aime, on n'aime pas, et une petite option, je m'en fous aussi. Ok, d'accord, vas-y. Alors la première info, c'est Sam Lanjareb, qui est le grand chanteur marocain qui a été arrêté à Paris hier pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et séquestration. J'aime pas ou je m'en fous? C'est logique, quoi. Non, mais j'aime pas ce qu'il a fait. J'aime pas surtout la notoriété qu'il a. Il continue à passer dans des émissions de télé, etc. Alors que quand t'es un artiste connu, t'es toujours un petit peu au-dessus des lois, donc ouais. Ouais, mais Benzema, il est pas passé en sélection alors qu'il était juste suspect, donc. C'est vrai. Là, il est juste suspect. S'il a commis cet acte-là, bien sûr qu'on n'aime pas. Qui peut cautionner ce genre présomption d'innocence. Voilà. Quand même. Ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile. Mais s'il a été arrêté, il faut laisser la justice passer, quoi. Je pense que c'est compliqué. Il est en garde à vue, en GAV. Donc, la Tunisie a annoncé avoir arrêté 2 Américains récemment convertis à l'islam qui préparaient à la frontière de la Tunisie et de l'Algérie des attentats. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas ce qu'ils allaient faire. Ouais, moi j'aime qu'il les a arrêtés, parce que c'est les arrêtés, donc j'aime qu'il les a arrêtés. Oui, voilà. S'ils allaient commettre des actes des clubs, bien sûr qu'on peut que aimer que les arrêtés. Parce que la Tunisie, que ce soit des Américains. Ouais, mais quel qu'il soit, je crois que les terroristes n'ont pas de frontières, ni de religion, ni etc. Ce sont des terroristes. Point. La mosquée de Bayonne, vous savez où se situe Bayonne? Oui. Ouais. Bon, d'accord. Tagué pour la 2e fois avec l'inscription assassin salarabe. J'aime pas. Pas non plus. Et Bayonne, il y a le jambon de Bayonne, c'est le haloufisme de l'islam. Voilà. Non, ouais, de toute façon, le mec qui dit j'aime pas. Le mec qui dit je m'en fous, il est pas bien, vrai.
Le Front National se tourne, sachez-le, vers les Émirats, vers les Émirats du Golfe Persique pour financer sa campagne. Retournement de veste. J'aime pas ou je m'en fous. Mais c'est même pas j'aime pas ou j'aime, c'est comment est-ce que les Émirats les accueillent en fait. C'est ça que je comprends pas. Business. Ouais, c'est ça, voilà. On a fait tout en fait maintenant. Je crois qu'on a l'impression que les racistes seraient que dans un endroit et pas dans un autre. Je pense que les extrémistes peuvent se retrouver. Oui, bien évidemment, le voit mais je veux dire. Donc si c'est la honte pour le FN quand même. Ouais, c'est la honte pour l'Émirat surtout. Oui, le FN il prend de l'argent, lui il change pas ses valeurs. Oui, mais il change pas ses valeurs. Tout le temps sur les Arabes et sur. Le FN ne crache pas sur les Arabes en France. S'ils sont chez eux, ils peuvent rester chez eux. C'est ça, ils les aiment bien. Et ils aiment bien leur couscous et leur pâtisserie. Voilà. Une petite histoire au Québec. C'est un homme qui a profané une mosquée et qui après s'est rendu à la police lui-même. Oh, il est sympa. Ouais, c'est sport, ça c'est couvert. Je pense que c'est sport, il va payer. Je fais donc je paye. Faute avouée, à moitié pardonnée. Monseigneur, je ne sais pas. Et puis une dernière petite info, ça concerne la chaîne d'info iTélé qui entre dans son 11e jour de grève. La grève a été revotée ce matin, 76%. Et sachez qu'il y a Mathieu Pigas qui se projette et qui voudrait racheter iTélé avec Xavier Niel, qui est le patron de qui est le patron de Free, qui serait donc en train de vouloir racheter iTélé. J'aime pas ou je m'en fous. Je m'en fous, j'ai pas la télé. Ah oui, c'est vrai. Donc, je savais pas qu'ils étaient en grève. J'aime le mouvement de grève parce que c'est par rapport à Morandini, etc., où les gens continuent, quoi qu'ils aient fait, continuent à être sur le PAF alors que. Oui. D'accord, mais alors pendant la présomption d'innocence, il n'exerce pas, on attend le jugement. D'autres trucs, et par contre le fait qu'il rachète les autres et tout ça, franchement, si tu pouvais savoir comment je m'en tape, Christophe, ça dépasserait la vitesse du son. Très bien. Merci beaucoup à Clémelouli, à très vite. Madame Leroy Maïssa. Oui. À bientôt. À bientôt, à demain toi. Oui, absolument, demain à 20h, à l'espace Chevreur, à 1h. À bientôt tout le monde. Islam, tu seras là ou pas? Demain? Ah non, c'est vrai. Non, il est à l'aéroport. Non, il est à l'aéroport où il a foot. J'ai piscine. La piscine. Moi je peux pas, demain j'ai piscine aussi avec Islam. Ouais, on va faire des longueurs. Des longueurs, ouais. Islam, sois le bienvenu en tout cas, c'est quand tu veux. Ok, ça marche. Tu reviens quand tu voulais, tu chez toi. Bon, tu valides Akli, l'ami Islam là? Écoute, moi je suis. Parce que je m'adresse aux anciens quand même. Ouais, non, mais je pense qu'il est excellent quoi. Il est moi je pense qu'il devrait venir nous faire quelques petites chroniques de temps en temps. Je pense qu'il faut l'utiliser dans ça et je pense que ce serait bien, ça donnerait un punch à l'émission, mon cher Christophe. Je dis ça, je dis rien. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Écoute, à bientôt alors. Merci beaucoup Islam, merci Maïssa, merci Akli, et dans un instant l'ami Amar, celui qui vous a interpellé tout à l'heure. Il est là dans un instant, il va parler d'un arbre, l'éphéméride, on va parler de sport, de télé bien sûr, et puis on terminera avec une belle chanson de Hait Miglet, JSK. Il est 18h04. Merci d'être avec nous, très en retard mais ça on est habitué. Et c'est Marine Garel pour l'actualité tout de suite que l'on retrouve. Bonsoir Marine. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour le grand forum, votre talk de fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien, c'est parti, on sommes le jeudi 27 octobre et autour de cette table, un trio aujourd'hui, en commençant par comment dirais-je, élégance. On va commencer par Maïssa Leroy. Bonjour Maïssa. Bonjour. Comment ça va Maïssa? Ça va super, je suis contente d'être là. Toujours formatrice en communication? Toujours, ça n'a pas changé. Et spécialiste du... Analyste comportementale. Et consultante en développement personnel. Il y aura du boulot aujourd'hui pour toi. Ouais, on dirait hein. Ouais. Monsieur Akli Melouli, comment il va? Il va bien. Monsieur Akli Melouli, toujours adjoint au maire de la ville de Bonneuil. Jusqu'en 2020 normalement hein. Alors on m'a dit que ça allait même être pour jusqu'en 2021. Paraît-il, il y a un bruit qui court. On nous a déjà prolongé d'un an les dernières municipales. Alors je sais pas s'il court, mais en tous les cas, c'est pas ce qui va intéresser nos auditeurs auditrices, que je salue au passage. Merci pour eux. Et également Islam qui est avec nous. Bonjour Islam. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Alors présente-toi un petit peu aux auditeurs parce que c'est la première. Ah ok d'accord, moi je m'appelle Islam Seili, voilà, je fais des vidéos sur internet en parlant d'actualité quoi. Et justement ça tombe bien, alors tu parles d'actualité avec une manière un petit peu humoristique. Voilà, en fait je tourne en dérision des propos que je trouve aberrants et en fait je me contente finalement de les mettre en scène parce que... Donc là t'es gâté en ce moment. Ah en ce moment je me fais plaisir, ouais. C'est clair. Alors les coups de cœur, avant de vous parler des coups de cœur, on vous parlera évidemment tout à l'heure de Fleurs avec l'ami Amar. Tout à l'heure, on écoutera en guise de coup de cœur, tiens, une chanson qui te fera plaisir, j'en suis sûr, avec les quand je te dis Hait Miglet et la JSK. On écoutera ce morceau tout à l'heure en fin d'émission. On parlera de sport, de foot, de télé aussi. Le j'aime ou j'aime pas en fin d'émission. Alors les coups de cœur, le coup de cœur de Madame Leroy. Alors moi c'est le Women's Sense Tour in Muslim Country.
En fait, c'est une série documentaire produite par une association. Très bien. Je vous parlerai bien tout à l'heure. Ton coup de cœur, Akli? Bah moi, mon coup de cœur, ça va au réseau qui est l'autre, qui est l'espace franco-algérien, associé à deux autres réseaux que je citerai tout à l'heure, qui nous sommes mobilisés pour la petite Rima, une enfant qui a un problème, une malformation cardiaque et qui est effectivement un problème de trisomie 21 déjà, et donc elle doit être opérée dans les prochains jours, et si c'est pas le cas, eh bien elle risque de tout simplement la mort. Très bien. Islam, t'as un petit coup de cœur? Oui, alors ça sera dimanche 30 octobre, normalement ça sera au Zénith de Paris, c'est à partir de 17h30, c'est le concert de Human Appeal. Ah bah ça tombe bien, on est partenaire. Super, oui. bah voilà, tu vois, comme quoi le dessin fait bien les choses. Exactement, bravo à toi Islam. Merci. Les avis tranchés à présent, Maïssa. Oui, alors moi je t'ai dit, plus dans le viseur. Plus dans le viseur. Mais c'est une surprise. D'accord. Akli, ton avis tranché? Moi, c'est sûr, effectivement, le militantisme, dire est-ce que l'agitation vaut action, et aujourd'hui un peu en réaction à toutes ces personnes qui ne veulent pas travailler en synergie et qui sont toujours en train d'exclure plutôt que d'essayer d'inclure pour mobiliser le plus grand nombre pour défendre des causes justes et nobles, et qui pour eux la seule cause est la leur. Très bien. Islam, tu nous as préparé un petit avis tranché? Oui, un petit, même pas 2 minutes, ça parlera un petit peu de la laïcité et des religions en France. Ah, très bien, c'est parfait, on en a parlé aussi hier. Merci mon Dieu. Et j'invite évidemment les auditeurs qui pourront réagir aux avis tranchés de ce trio infernal. Maïssa Leroy, Akli Meloui et donc Islam qui est avec nous aujourd'hui au 01 40 33 9000. 01 40 90 00. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent depuis l'étranger qui peuvent aussi nous appeler 00 33 1 40 33 9000. Alors dans la de la laïcité. Alors c'est pour ça que j'ai réfléchi, parce que j'ai le droit de réfléchir, et je me suis dit pourquoi la bande à Sarko, Morano ou encore Manuel Valls ont pu avancer la laïcité pour leurs idées. Et je me suis dit en fait ils avaient tout simplement remixé la loi. Donc c'est plus des politiciens qu'on a dans nos hautes sphères, désolé. C'est plutôt des DJ, et c'est des DJ carrément balèzes parce qu'ils arrivent à prétexter une loi qui garantit la liberté d'exercice de culte pour interdire toutes les religions de France. Donc encore une fois, je me suis réfléchi parce que selon l'article 1 qui m'assure une liberté de conscience, j'ai encore le droit de réfléchir, et je me suis dit comment on appelle une idéologie ou une morale qu'on impose aux gens via des gourous ou des maîtres spirituels avec autant de ferveur. Ça s'appelle une religion finalement, donc la laïcité c'est devenu une nouvelle religion. Et bientôt quand vous irez payer vos impôts au centre des finances publiques ou dans un autre bâtiment de l'État, il faudra réciter au nom du président de la République, du Premier ministre et de la laïcité. Allez les bleus. Alors chaque religion a ses dérives sectaires et la laïcité n'y échappe pas. Alors parmi ces dérives, on a par exemple Nadine Morano, pour qui un bon musulman, ça mange du porc. Pareil pour Nicolas Sarkozy qui veut imposer du porc dans chaque assiette à la cantine. Donc cette dérive sectaire... Ouais, bien sûr, égorgé en direction de la Mecque. Alors cette dérive sectaire s'appelle le haloufisme. Alors pourquoi le haloufisme? Parce qu'il faut que tous les Français mangent du porc, sinon on risquerait de pas être un bloc homogène. Et puis après c'est plutôt galère pour nos chers amis élus. Alors et aujourd'hui, de plus en plus, on voit apparaître une nouvelle religion chez ces mêmes gourous de la laïcité. Mais c'est une religion complètement différente de la laïcité. Alors c'est une religion qui est née de leurs ambitions électorales et qui les a amenés à penser mais en fait les musulmans ils ont le droit de voter. Et oui, les musulmans ils ont le droit de voter et ils ont même une mémoire. C'est pour ça qu'ils ont inventé une nouvelle spiritualité qui s'appelle le retournement de veste. Et à ça Manuel Valls il est très 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 fort. C'est voire même un des meilleurs. Excusez-moi, je relis juste mon truc. Alors il a dit lors d'un discours à Évry au Conseil citoyen local de la laïcité, il a déclaré: l'islam est une part indissociable de nous-mêmes. Alors moi là-bas je croyais que tous les citoyens devaient être laïcs. Maintenant tous les citoyens sont un petit peu musulmans. Puis il a repris un peu plus... Oula, pardon. Je me suis un petit peu trompé dans les trucs, c'est la première. De notre culture et désormais de nos racines, l'islam, comme toutes les religions, a toute sa place en France. Alors avec cette déclaration, Manuel Valls devient le roi du retournement de veste, loin devant Michael Jackson et dans son clip Billie Jean. Manuel Valls est désormais plus connu sous le nom de Jacket Switcher. Akli, vas-y, réaction là, parce que là c'est. J'ai trouvé. Alors moi j'arrive donc c'est la première fois que je vois les jeunes, c'est bien ce qu'il fait, je trouve ça très bien fait et documenté. En plus il va se documenter, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est vrai que les gens méconnaissent la loi de 1905 et les débats qui s'en sont suivis et connaissent effectivement les arguments de Briand et Jaurès. Donc je t'envoie aussi à les relire, tu verras que tu auras plus d'arguments. Parce qu'en réalité la laïcité c'est la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi et rien d'autre. Donc moi j'ai
trouvé que c'était assez intéressant, c'est drôle. Et sur les retournants de veste, alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est votre spécialité quand même, les politiques, non? On a quand même des politiques qui ont un peu de mal avec un certain nombre de questions de société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où les gens ont le droit, il a raison. La laïcité, c'est la neutralité. C'est pas une religion, c'est une neutralité. C'est une neutralité bienveillante à l'égard des citoyens à partir du moment où, comme on le dit, respectent les règles, etc. Mais c'est aussi la neutralité dans le service public. Normalement, et on le voit que c'est pas toujours le cas. Normalement, quelqu'un qui travaille dans le service public ne doit pas faire part aussi, y compris de ses convictions politiques, pas que religieuses. Donc on voit bien que quand même, on est bien loin de tout ça. Et c'est peut-être ça qu'il faut rappeler. Et je trouve que Islam a réussi son examen. Alors moi, je suis surpris parce qu'ils ont tous des notes et tout ça. Moi, je viens sans notes. Je suis inquiet. Je crois que je suis peut-être d'une génération dépassée, quoi. Bon, moi, j'ai encore le truc informatique. Je veux pas dénoncer, mais t'es présent et en offrant justement ces mini pains au chocolat à 15 centimes d'euros et il s'en explique. J'ai voulu faire un clin d'œil au pain au chocolat à 15 centimes de Monsieur Copé, voilà. Et j'ai fait des petits pains au chocolat à 15 centimes, voilà. Un pain au chocolat de cette taille, si on devait payer son pain au chocolat 15 centimes, il ferait cette taille-là. Voilà. Il y a plein de personnages publics qui, effectivement, oui, peuvent être déconnectés de la réalité, mais moi je leur en veux pas, je suis pas là pour régler mes comptes avec qui que ce soit. En revanche, ça m'a fait rire, et c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà pour ce zapping. Alors Akli, Islam et Maïssa, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le zapping? Sans hésiter, la vidéo de Kevin Razi. Kevin Razi, franchement, il faut aller voir, elle est vraiment très, oui, très sympa. Je l'ai vu en spectacle. En plus, il est super sympa, il est vraiment accessible et on peut vraiment délirer même après. Et j'ai vraiment aimé sa vidéo. Je trouvais qu'elle avait une symbolique particulière. Et je sais pas, j'ai bien aimé en fait. Akli? Oui, enfin moi j'aime bien l'humour, donc ça m'a fait rire. Après, il faut que les gens aussi pensent que c'est aussi de l'humour, parce que à un moment donné on a toutes les grosses caricatures et je pense que c'est bien fait, mais ça permet de se réinterroger, de réinterroger les gens sur leur sens de l'engagement, parce qu'au-delà de l'humour, il y a quand même pourquoi on s'engage. Là, on montre bien si c'est par intérêt ou sur des valeurs ou pour construire des choses. Bah justement, donc, c'est ce qui met en avant. C'est ce que je dis. Donc on est d'accord, mais ça. Ouais. Ça commence bien. À travers l'humour, si tu veux, à travers l'humour, je trouvais qu'il mettait ça bien en avant. Oui. Mais les gens qui le prendraient au premier degré ne passeraient à côté de ce message. C'est pour ça que je tenais à le préciser. Islam, dans le zapping, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Pareil, Kevin Razi, il est très bon, il est très subtil. Moi, j'aime beaucoup, je suis un grand fan. Il y a aussi l'histoire de Jean-François Copé, 10 centimes, 15 centimes le pain au chocolat. Ça montre à quel point vraiment les politiques sont super loin de nous, quoi. Ouais, ils vivent pas la même chose. Voilà, ils sont déconnectés. Et comment ils peuvent prétendre avoir la solution pour nous alors qu'ils connaissent même pas le prix d'un pain au chocolat? C'est ça. Il faut faire attention quand on dit les politiques, parce que c'est souvent pareil pour tous les métiers. On amalgame tout le monde. Il y a des élus de terrain qui sont des élus locaux et qui eux connaissent bien les prix. Et non, mais je veux pas pour moi pour d'autres, mais c'est important. Non, mais il prêche sa paroisse, ne vous inquiétez pas. Non, pas pour ma paroisse. Non, mais moi j'aime pas les caricatures, les grandes généralités et qui nous noient tout, et donc ça empêche l'action, ça aussi. Quand il n'y a pas de zone, etc. Et par exemple, moi ce que j'ai aimé il a raison aussi, je voulais réagir aussi sur les pains au chocolat, parce que je trouve qu'effectivement, comme s'il divise tout par 10, c'est pour ça qu'il a cru que la facture de Big Balion n'était pas aussi conséquente. Ouais, en tout cas, il se moque bien de lui sur internet avec une voiture neuve à 3 euros. Oui, c'est ça, c'est sympa. C'est pour ça que j'ai compris qu'il a pu payer une facture aussi conséquente pour un gala. C'est peut-être pour ça c'est que certains chiffres lui ont échappé, peut-être. Allez savoir. Allez, dans un instant, les avis tranchés et la réaction des auditeurs au 01 40 33 9000, et puis on va parler. Je sais pas si tu vas pouvoir faire de l'humour avec l'actualité d'aujourd'hui, mon cher ami Islam, mais je vais essayer. Le premier sujet quand même, c'est ce chiffre effroyable de morts en Méditerranée qui est devenu un véritable cimetière. C'est plus une mer, c'est un cimetière, cette mer Méditerranée, et pas plus tard qu'hier. C'est horrible, absolument. On en reparle dans un instant. Le Grand Forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 évidemment. Tiens, puisqu'il y a 3 Algériens autour de cette table et que vous êtes un peu foot, vous avez vu le nouvel entraîneur de l'équipe d'Algérie, monsieur Akli? Oui, j'ai vu. Le Belge? Ouais, Georges. Alors, satisfait? Je me suis dit, nous on est dans l'OHL Saho, donc au moins qu'on nous amène un Georges, on aurait préféré avec Loulet, mais là on a discuté, on va essayer de faire avec. Non, mais je crois que c'est un bon entraîneur. Je pense qu'il a du métier. C'est quelqu'un qui a quand même un peu de bouteille, qui a de l'âge. Je pense qu'il faut un entraîneur qui a l'habitude des joutes, et notamment la première épreuve c'est la Coupe d'Afrique. Je crois qu'il a déjà entraîné, donc ça peut être. Il faut voir. Je pense qu'après c'est difficile d'entraîner l'équipe d'Algérie quand même. Ah, ça c'est clair, oui. C'est toujours difficile. T'es un peu foot, toi, Islam?
Ouais, carrément. Ouais. Alors, satisfait du nouveau sélectionneur algérien? Bah, je sais pas, on verra ce que ça donne. Moi, j'attendais plutôt Marc Wilmots, l'ancien sélectionneur de la Belgique. Bon, là, maintenant, ça va être un autre, je le connais pas trop. C'est un Belge aussi. Bon, on va dire c'est la même cantine, mais non, bon, on verra bien. De toute façon, il a un bon groupe, il a une bonne équipe, et le groupe, il est plutôt facile pour la CAN, donc je pense. Oh, Maïssa, je suis sûr que t'es un peu foot, toi. Mais pas du tout. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Plutôt boxe, Maïssa. Ouais, boxe, voilà. Tu sais qu'attends, fais gaffe, Akli, hein, elle boxe, hein, Maïssa. C'est vrai? Ah oui? Elle boxe dur, hein. Ouais. Eh ben, c'est mon sport, on est tous passés par là, mon cher Christophe. Ah bon? Ah oui. Quand tu grandis, nous, on avait, l'licence c'était pas cher, donc il y avait 2 sports qui étaient accessibles. Le foot, il fallait une tenue un peu truc, et puis la boxe, et donc, on allait au foot et à la boxe. Non, mais moi, j'ai fait du sport quand j'ai eu mes enfants. Hein. Oui, non, mais de la boxe, je veux dire. Ouais, j'ai expliqué nous par rapport à l'accès au sport et tout ça. Oui. On aurait peut-être fait du golf si on avait eu. C'est ce que je suis en train de dire. Et effectivement, et je me souviens, c'est vrai que quand on était gamin, quand nos parents nous payaient la licence, on était super contents, quoi. On disait toujours, on vous paiera dans ce qu'on peut vous payer tant. Donc c'est des réalités aussi, quoi. Oui. Donc c'était bien. Et souvent au foot, on nous laissait du temps parce que quand vous étiez bon. Et à la boxe, pareil, souvent, sur plus, c'était souvent des salles de quartier, des gens qui faisaient ça un peu bénévolement, et donc on pouvait y aller sans forcément se ruiner, et donc parfois même gratuitement. Alors faites gaffe à Maïssa, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'elle est quand même dure, hein, il paraît. Les pieds, les mains et tout. Hein. Oui. Voilà, donc c'est parti pour les avis tranchés, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices de France Maghreb 2, fidèles du Grand Forum. Vous allez pouvoir réagir aux avis tranchés, donc écoutez-les bien. 01 40 33 9000, notez d'ores et déjà le rendez-vous. C'est parti pour les avis tranchés. 'C'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Bon, puisque j'aime bien faire ça, hein, quand c'est la première pour Islam, c'est un petit peu le bisoutage. Ah ouais. C'est comme ça, mon ami. Ok. C'est à toi de jouer. Ok, moi je voulais vous parler de la laïcité et des nouvelles religions en France, parce que vous savez qu'on est dans un pays laïque, et un pays laïque, à ce qu'on nous dit, c'est un pays sans religion. Alors c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, dès qu'on voit une religion, que ce soit à travers un voile, une kippa ou alors un crucifix, on nous balance la laïcité pour interdire de pratiquer son culte, ou en tout cas de le manifester. Mais alors c'est quoi la laïcité? Moi je me suis intéressé à la loi originelle, c'est-à-dire à la loi de 1905. Donc c'est pour ça que je suis allé sur le site internet legifrance.gouv.fr, je vous recommande d'y aller. Et dessus, il y a la loi de 1905 afférant la séparation de l'Église et de l'État. On peut lire article 1 dès le début. La République assure la liberté de conscience. Déjà, j'étais pas au courant que j'avais le droit d'avoir une conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions, édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc là, je me suis dit, attends, déjà, on nous interdit d'être religieux, de manifester sa religion, mais je lis que l'État est censé garantir la liberté de l'exercice de mon culte. Je me dis, attends, il y a un plan à la mort moelleux. Donc j'ai lu l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui m'interdit de pratiquer ma religion. Et j'ai lu les autres articles, vraiment, et je pourrais pas tous les citer, mais en gros, pour vulgariser cette loi, c'est plus afférent à l'État, en fait. C'est l'État qui est interdit de pratiquer une religion ou de s'y investir, que ce soit financièrement ou moralement. Donc l'État est laïque, mais les citoyens, eux, ont le droit d'avoir leur religion. Donc, du coup, je me suis demandé, mais pourquoi alors, à chaque fois, on nous parle... L'actualité aujourd'hui, ce que j'aimerais que l'on évoque, si on a le temps, ce que j'espère, c'est un triste record. C'est 3800 migrants morts ou disparus en Méditerranée depuis le début de l'année. Des chiffres effarants communiqués hier par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR. Les traversées ou tentatives de traversée vers l'Europe sont quotidiennes, et avec elles des drames, des naufrages. C'était le cas encore hier au large de la Libye. Puis on parlera aussi, il aura fallu 10 jours de manifestations de policiers à travers la France pour que le gouvernement débloque pas moins de 250 millions d'euros. La corporation de policiers se dit satisfaite face à cette annonce. Et puis on va parler aussi de ce 100e anniversaire. Il l'aurait eu 100 ans le 26 octobre. François Mitterrand, premier président de gauche sous la Ve République, a été salué hier par son successeur socialiste à l'Élysée, ou de ce qu'il en reste en tout cas, François Hollande. Un hommage de François Hollande, donc, qui sonne aussi comme un avertissement adressé à ses détracteurs, alors qu'il est au plus bas dans les sondages. Je rappelle, 4% seulement d'attention favorable de Français qui disent lui faire encore confiance. C'est dire que la fin est quand même critique pour lui, ou approche en tout cas. Mais pour l'heure et pour commencer cette émission, comme d'habitude, c'est le zapping.
Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Et on commence avec cet échange ce matin. Après 4 ans et demi d'attente, Jean-Jacques Bourdin a finalement reçu ce matin sur BFM TV RMC Nicolas Sarkozy. Et voici ce qui s'est passé en fin d'entretien sur BFM TV. J'ai plein de questions à vous poser, les Français aussi, sur la TVA, sur les impôts, sur enfin bon, etc. Mais avec plaisir. Je suis... Bon, voilà, je vous le promets. Ici, j'en suis très heureux. Vous voyez bien peut-être même que je reviendrai. Ah ben, avec grand plaisir. Il est 9h. Et vous voyez bien qu'il fallait pas désespérer. Ah, mais je ne vais jamais désespérer. Vous savez, je reste toujours ferme. Pour la suite de ce zapping, un spot humoristique a été lancé dimanche dernier sur les réseaux sociaux, Internet, YouTube, à l'initiative Kevin Razi, qui a fait ce spot humoristique sur le fait de ne pas savoir finalement pour qui voter, mais l'importance, pourquoi pas, de se présenter à la présidentielle. C'est important de voter. Mais parfois, on ne sait plus pour qui donner sa voix. On en a marre de toujours voter contre. Ou pour le moins pire. Alors décide de changer le monde. À ta façon. Présente-toi au présidentiel. Tu pourras choisir ta vision du pays. Ça veut rien dire ça. Et t'auras un budget coiffure de 9 000 € par mois. Super. Une voiture de fonction. Tu paieras pas d'impôts. T'auras une bonne meuf. Oh. Tous les matchs de Ligue des Champions en présidentiel. Dans le plus grand des calmes. Même si ça te saoule, et c'est juste une semaine, prends arrête, c'est pas grave. Tu éviteras tous tes procès. C'est ouf. C'est bien comme ça qu'on fait. T'auras 2 bonnes meufs en même temps. Threesome. Si tu es une femme, tu pourras aussi te présenter. Ouais, mais tu seras jamais élu. Bah oui. Tu pourras même augmenter ton salaire de 140%. C'est comme ça qu'on fait. Je t'ai dit que c'était un vil salaire. Salaire, ma fille. Bon, tous les ans tu devras caresser une vache au salon de l'agriculture, mais... Et faire semblant d'écouter les problèmes des agriculteurs. Tu pourras même prendre de l'argent de la Libye et l'attaquer l'année d'après, s'il vous plaise. Qui n'aime pas faire la guerre, franchement. Et si ta cote de popularité baisse... Tu pourras faire un débat sur moi. Et pour finir ce zapping, voici un nouveau pied de nez fait à Jean-François Copé. Vous vous souvenez évidemment au début de semaine de ce piège tendu par un auditeur sur le prix du pain au chocolat. Ce dernier, Copé, donc avait dit que cela coûtait environ 10 à 15 centimes. Eh bien, un boulanger a décidé de faire un pied de nez donc à Copé en commercialisant